Bonjour à tous. Donc, pour vous rappeler un peu le fonctionnement, donc c'est la deuxième, la deuxième session du cycle des conférences organisées par l'ambassade de France et le réseau des alliances françaises du Kazakhstan. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, pour, euh, pour intervenir, il y a deux. Vous pouvez lever le pouce dans la discussion et on vous laissera la parole et on mettra, on activera les vidéos pour que vous puissiez poser votre question en français ou bien poser la question dans le texte. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu avant de commencer. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez vous présenter aussi dans la barre de discussion. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, nous accueillons Axel Miget, qui va nous parler de mode et de mode française, qui est directrice artistique de la maison Coppelia Pic et qui est directrice aussi d'une galerie d'art à Paris. Donc, bonjour Axel. Bonjour cher Jérémy. J'espère que tu vas bien. Bon, alors, déjà, je voulais souhaiter à tous les Français un bon confinement. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et de vos familles. Déjà, je voulais remercier l'Alliance française d'Astana de m'avoir invité, Monsieur Martinet bien sûr, et puis Jérémy, qui est l'initiative du projet. Je vais commencer par un petit peu me présenter. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est aussi de vous faire découvrir quelques mots français, un lexique, pour qu'on puisse bien se comprendre. Et parce que, en fait, il y a des subtilités dans le métier de la mode et de l'art, notamment au travers des métiers, des différents corps de métier, ou aussi de toutes les notions de beauté, le beau, l'art, la philosophie. Et je trouvais ça intéressant déjà de vous faire partager la langue française, puisqu'on est dans les francophonies. Et je vous parlerai également d'une brève partie de l'histoire de la mode, puisque je ne suis pas historienne. Je ne suis pas historienne d'art, ni historienne de mode, mais par la pratique de mon métier, bien sûr, ce sont des notions que j'ai pu aborder tout au long de mon parcours. J'espère que vous m'entendez bien, que je ne parle pas trop vite. Peut-être pour rappeler les modalités, pour le moment, coupez vos micros et vos vidéos et on allumera les vidéos et les micros lors des questions, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'interruptions. Voilà. Donc après, vous pouvez les poser aussi dans la conversation ou lever le pouce. Voilà. Vas-y, Axel. Voilà. Donc après une brève histoire de la mode, je vais vous raconter des anecdotes surtout sur des grands thèmes de la mode, mais aussi des anecdotes qui sont en fait peu dites, peu racontées. Donc j'espère que ça vous intéressera. Et puis mon parcours, bien sûr, pour que vous puissiez découvrir un petit peu le monde de la mode et de l'art contemporain, puisque évidemment ce sont deux domaines qui sont très liés. Alors, pour commencer, en fait, je vous avais préparé une petite bibliographie. Je vais vous la poster tout de suite sur le serveur, comme ça vous aurez accès aux documents. Laissez-moi voir. Axel, il faudra que tu parles un petit peu plus lentement parce que ça va un peu vite par rapport à la vidéo. D'accord. Bonjour Alia. J'espère que ça sera clair. Alors, ça, ce sont des ouvrages justement qui vont vous permettre, si ça vous intéresse, je pense que tous les livres sont accessibles en anglais aussi, ils doivent être édités en anglais. Là, ils sont en français. La structure de l'Iki, très intéressant. Donc, je reviendrai un peu sur ce qu'est l'Iki. En fait, c'est la notion du beau dans la culture nippone, donc le Japon. Pourquoi le Japon? Parce que c'est une culture dont j'ai une grande passion et qui m'a beaucoup influencée dans mon travail et qui est aussi une capitale de la mode, comme vous
savez peut-être. D'ailleurs, à ce propos, il y a trois, enfin, il y a maintenant, mais historiquement parlant, il y a trois capitales de la mode, l'Italie, la France et le Japon. Mais maintenant, on a aussi New York, on a aussi les pays flamands, on a aussi les pays nordiques, l'Allemagne, enfin, voilà, l'Asie, bien sûr. Et puis, j'imagine peut-être que vous avez aussi une Fashion Week au Kazakhstan. Voilà. Alors, Liki, donc la structure de Liki, je ne sais pas si on voit en miroir ou pas. Oui, Non, c'est bon. le Alors, structure de Liki. Liki, qu'est-ce que c'est justement? Alors, je vais vous lire en fait une petite. Donc voilà, je vais commencer déjà pour vous expliquer un petit peu la notion du beau en France. Donc là, je parle du Japon, mais c'est assez proche en fait aussi de la conception de l'art qu'on se fait actuellement autour en fait de l'indicible, des émotions, des sentiments et aussi du pour soi. Alors, je vous le dis. Je vais le lire lentement. Vous me direz si vous avez bien compris. Et sinon, je vous mettrai en citation aussi. Une autre attitude Iki est visible lors de la sortie du bain. Le port d'un simple yukata, vêtement de bain, d'après-bain sans après, qui contient le souvenir de la nudité dans un passé proche, accomplit l'expression de l'attirance et sa cause formelle, et est une pure expression artistique. Voilà. Donc, comme introduction, je trouvais ça intéressant, puisque ça parle du vêtement. Bien sûr, le corps, le vêtement, la sensualité, et le passage en fait de la femme ou de l'homme dans un contexte, dans un lieu. Et voilà, je trouvais ça intéressant de commencer par cette citation. Le yukata, qu'est-ce que c'est? C'est un Alors, vêtement. le yukata, c'est un vêtement de bain, c'est la première couche, parce qu'en fait, on pouvait porter jusqu'à 7 couches de kimono. Donc, pour vulgariser, hein, c'est un kimono très léger, comme c'est pas non plus un peignoir, c'est vraiment en mousseline. Et c'est ce que portaient en fait en guise de peignoir, en fait, de vêtements de bain, notamment les geishas, puisque ça c'était sur. Voilà. Donc les jeunes filles n'en portaient pas forcément. Alors, je vais revenir à Liki. Donc Liki, en fait, c'est la notion du beau qui est très intéressante au Japon, parce qu'elle est vraiment liée, comme vous l'avez vu, à l'environnement, au corps, aux vêtements. Il y a d'ailleurs dans le livre La structure de Liki, vous verrez beaucoup d'analyses du symbole, des textiles, des motifs qui représentent en fait une idée de pureté, de beauté. Vraiment, en fait, pourquoi c'est une notion qui mérite un livre entier, c'est que Liki est par là même indicible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le traduire. On pourrait, en fait, c'est une vulgarisation de dire que Liki est le mot pour dire beau. Hein. Au Japon, ça contient énormément de choses. Je vais vous citer dans un autre livre, alors ce n'est pas la citation exacte, c'est de mémoire. C'est Liki, si on pourrait le résumer en une définition, ça serait une femme qui est un peu vécue, qui a connu en fait l'amour, qui a aussi connu des peines de cœur, et c'est par son expérience qu'elle est Iki. Donc en fait, la beauté, ça serait le vécu. Le vécu, l'expérience, et même aussi en fait un peu la souffrance. Il y a aussi ça, en fait le Japon, il y a toute cette notion de aigre, beau. En fait, c'est le regret, non pas le remords, mais plutôt des expériences vécues qui ont marqué la vie d'une personne, font sa beauté. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, puisque au contraire, chez les Grecs, vous verrez, là je vous en parlerai un petit peu plus, le mot art vient de techné, et en fait c'est la technique, c'est en fait la représentation du visible. On est dans le physique. Alors que tout de suite le Japon, lui, s'intègre dans l'indicible et l'expérience vécue. Donc en fait, le beau serait la personnalité, l'aura de la personne, alors que les Grecs étaient dans la représentation du beau. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que justement à travers le mot techné, et on est arrivé en fait aussi le mot, c'est la technique, hein, donc art, technique, concevoir en fait, on pourrait le dire comme ça. En fait, ça a créé le mot artisan. Voilà. Donc artisan, en fait, ça peut regrouper des créateurs de mode aussi, mais c'est un corps de métier bien à part que chef d'entreprise. Donc ça, je voulais faire un point là-dessus parce que c'est vrai qu'on confond un petit peu les artistes, les artisans. Quelle est la différence? L'artiste, il va concevoir pour soi, avec un grand S.
C'est-à-dire qu'on va, en tant qu'artiste, on va bien sûr créer pour soi, enfin pour le soi, hein, à travers ses émotions, son ressenti sur un sujet donné. Mais après, en fait, l'œuvre, elle ne l'appartient plus, elle appartient à la personne qui le regarde. Donc le soi est très important. Alors que dans l'artisan, alors ça, c'est un petit peu ma vision des choses, hein, à conceptualiser, l'artisan, en fait, il va être dans l'autre, avec un grand A, autre, autrui, puisqu'il crée, en fait, non pas à l'émotion, mais à partir d'une technique. C'est pour ça que le mot techné a été intégré dans artisan. Voilà. Donc voilà. Déjà, je voulais faire un petit point sur la différence justement entre art et artisanat. C'est ce côté conception, ce côté savoir-faire, technique parfois ancestrale, souvent ancestrale, qui du coup fait l'authenticité. Oui. Justement, toi, Axel, tu situes la mode au niveau de l'artisanat ou au niveau de l'art? Comment tu fais la nuance entre les deux? L'idée de la discussion, c'était justement de faire les liens. Alors justement, j'allais arriver à mode, puisque le mot mode, en fait, vient d'une autre racine. Et je reprends un petit peu le cours de ma... donc c'est du latin modus, qui signifie en fait manière. C'est intéressant parce que finalement, pour artisan, on parle de techné, donc la technique, le savoir, enfin, c'est lié. Art, bon, alors le mot art, c'était façon d'agir, habiter, connaissance aussi. Hein, la racine, en fait, on était toujours, en fait, originellement, l'art et l'artisan, il n'y avait pas de différenciation. On était des artisans, en fait. Alors que mode, c'est la manière. Donc déjà, en fait, on est dans le contexte, finalement, du rituel. C'est-à-dire, c'est la manière de porter. Hein. Donc c'est apparu, en fait, à la fin du Moyen-Âge, le mot mode. C'est relativement, en fait, récent, puisque le vêtement a pris une importance dès le Moyen-Âge. Après, bon, au Moyen-Âge, on portait les vêtements, c'était pour les riches, nobles, les nobles, l'aristocratie, en tout cas, on cousait directement sur la personne. Donc c'est pour ça qu'on mettait 3 heures à se préparer. Donc ça, c'est vrai que c'est une anecdote qu'on ne sait pas. C'est que les robes, en fait, elles n'étaient pas fabriquées. Il n'y avait pas de couturière à l'époque. En fait, c'était des systèmes de lanières, de lacets. Ils étaient essentiellement du sur-mesure et des créations qui étaient liées aux personnes. Au Moyen-Âge, c'était des drapés qui étaient en fait pré-cousus. Et après, on avait juste, en fait, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de lacets, de lassage. C'est parce qu'en fait, on lassait tout. On passait dans des œillets et on lassait le vêtement à même la personne. Donc en fait, on était très proche du kimono aussi. Donc des lacets, c'est des fils. C'est des fils, par Oui, exemple, sur les chaussures qui permettent en fait d'ajuster. ça c'est mon câble de téléphone, mais effectivement, il y avait des œillets qui étaient intégrés sur le bord de la robe, enfin, du tissu en fait, du pan de tissu. Et après, on faisait passer pour ceux qui avaient les moyens d'avoir effectivement hein, ce genre d'attrait. Sinon, quand on était plus pauvre, en fait, c'était encore des différents systèmes. Mais en tout cas, pour l'aristocratie, effectivement, on faisait à même la personne la robe. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc en fait, après tout le vocabulaire, tout le lexique qui est lié aux vêtements, au fur et à mesure du temps, est devenu de plus en plus riche, et aussi du développement, notamment la révolution industrielle. Bon, ça, je reviendrai parce que c'était une étape très très importante, notamment pour la haute couture. Mais l'idée, là déjà, dans cette brève introduction, c'était de bien faire la distinction entre art, artisan, donc art, artisanat, et mode. Voilà. Déjà, on ne peut pas dire que l'un va avec l'autre, mais ils peuvent s'assembler. On peut être un artiste en étant dans la mode. On peut être un artisan en étant dans la mode. Après, par contre, artisanat et art, bon, c'est plus rare. C'est-à-dire que ça va être deux créations, deux processus différents. Il y a des artisans qui font aussi des productions artistiques qu'ils exposent. Et après, c'est toute la polémique de Marcel Duchamp, le ready-made, etc. Est-ce que l'objet d'artisanat exposé devient une œuvre d'art puisqu'il est dénaturé de sa fonction? Donc, comme le design, vous pouvez, pour citer l'exemple le plus célèbre, les chefs de Corbusier, bon, c'était des objets fonctionnels utilitaires, mais en fait, à partir du moment où ils sont exposés, ils deviennent par là même des œuvres d'art.
Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est perméable. Et à la fois, pourtant, il y a des distinctions à faire entre ces trois mondes qui sont pourtant très proches et qui ont toujours vécu l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est ça qui a fait aussi la force de l'inspiration, etc. Ils Oui. s'inspirent aussi les uns les autres. C'est-à-dire que Comment? l'art s'inspire de la mode C'est ça. s'inspire de l'art, et l'artisanat est un lien aussi entre ces mondes. C'est ça. Après, là, je parle dans l'anecdote, justement, en tout cas pour la France, je ne sais pas, je ne me permettrai pas en tout cas de juger ça sur l'international, mais pour la France, il y a toujours eu aussi un petit peu ce côté rivaux. C'est-à-dire, autant la mode et l'artisanat ont des liens pacifiques, et au contraire, la haute couture, c'était justement ça, c'était de mettre en avant les artisans de France, l'exceptionnel savoir-faire qu'ils ont acquis. D'ailleurs, pas seulement l'artisanat français, hein, la haute couture permet d'inviter de nombreux artisans du monde entier et c'est super. Il y a des grandes maisons qui ont acheté, notamment, je pense à Chanel, hein, pour Le Sage. Voilà, ils aident des artisans, ils les font travailler, ils les mettent en valeur dans leur création et en plus, au niveau inspiration, évidemment, l'artisanat d'art a toujours été une source inépuisable d'inspiration pour tous les créateurs. Pour l'art, par contre, l'art contemporain, oui. Pour faire un petit rappel, l'artisanat d'art, c'est par exemple des artisans qui vont travailler des savoir-faire bien spécifiques. La plume, le cuir, le bois, enfin, c'est très très Voilà. large. Oui. En fait, on est artisan aussi quand on est plombier. Hein, c'est un terme qui touche tous les corps de métier. Là, par contre, effectivement, comme on parle d'art et mode, oui, quand on parle des artisans qui travaillent la main dans la main avec les grandes maisons, et depuis toujours, on va parler des brodeurs, on va parler des plisseurs. Hein, donc les plisseurs, pour expliquer, en français, hein, c'est quand hop, le tissu est préparé en amont, et donc on travaille le pli, et il y a des multitudes de plis magnifiques qui existent. On peut aussi ceux qui font de la marqueterie. Et puis, il y a les selliers, hein, tout le travail du cuir, de la bagagerie, le métal, la bijouterie, voilà, il y a la haute joaillerie. Enfin, en fait, ça touche à tous les domaines, tous les produits de mode aussi. Pas seulement la haute couture, hein, évidemment, le prêt-à-porter aussi, le prêt-à-porter luxe. Donc, en tout cas, avec le Kazakhstan, un des oui. savoir-faire du Kazakhstan, par exemple, c'est le feutre. Il y a un vrai travail sur le feutre, sur des matières aussi, du cuir, etc. Ça, c'est vraiment très spécifique pour faire un parallèle au public kazakhstanais avec des savoir-faire qui seraient peut-être plus spécifiques à la France, comme la plume. Oui. Peut-être aussi la broderie fil, le macramé sur cuir, la peinture sur cuir. Axel, si tu devais expliquer ce que c'est que le macramé, qu'est-ce que ce serait? Alors, le macramé, c'est une façon de nouer, c'est-à-dire qu'on a plein de fils, alors du fil de laine ou du fil de soie ou du fil de coton, peu importe la matière. Et en fait, en faisant des nœuds, on crée en fait une tapisserie, c'est assez proche d'une tapisserie. C'est entre le tissage et la tapisserie. D'accord. Donc voilà. Par contre, voilà ce que je voulais dire, quand on parlait de perméabilité entre les trois domaines, il y a quand même, concernant l'art, en tout cas le marché de l'art contemporain, surtout parisien, de certaines inimitiés, hein, entre la mode et l'art. L'art contemporain n'aime pas trop être mêlé à la mode, ou en tout cas, sur certaines conditions, oui, mais le marché voilà, n'est pas très perméable, est assez élitiste, et demande de grandes connaissances à la fois théoriques et techniques pour intégrer ce milieu. Donc, voilà, c'est un peu moins perméable en tout cas que les artisans et maisons de mode qui, elles, sont intimement liées, on va dire, de la jeunesse, de la technique à la création, à la production. Enfin, c'est assez indispensable en fait. Voilà. Est-ce que Déjà, si justement, vous avez des questions. est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes un petit peu sur l'histoire de la mode en général? Tout à fait. Alors, pour les peut-être pas forcément des anecdotes, mais en fait, ça va être un bref historique. Axel, il faut que tu parles un peu plus doucement parce que moi, j'ai un peu du mal à suivre par moment et J'imagine. un peu. Alors, en fait, je vous ai fait un petit résumé pour vous faire comprendre
comment est-ce qu'on en est arrivé en fait aux maisons de mode. Voilà. Comment ça s'est créé, comment voilà, on est arrivé à l'ère des directeurs artistiques, des collectifs, voilà, il y a plein de choses à dire de l'époque moderne, mais tout ça, ça a été un long processus et il y a eu des acteurs phares qui ont participé en fait à l'histoire de la mode de manière extrêmement voilà, forte. Alors, notamment, à savoir que même si le mot mode est arrivé au Moyen-Âge, l'idée du grand couturier, ou en tout cas l'idée du créateur de mode, du styliste, et encore moins, alors Instagrammeur, blogueur, non, hein, tout ça, il n'y avait pas évidemment, on était plus dans un produit du quotidien. Donc, l'idée de création, de stylisme, de tendance, non. On est déjà la grande mode, si on peut dire, enfin en tout cas les grandes parures, c'est pas de la mode, c'était de l'apparat, les parures étaient destinées à une élite, hein, l'aristocratie, les nobles, donc voilà. Et puis le vêtement populaire était assez standardisé. On n'avait pas le droit de porter certaines couleurs. Au Moyen-Âge, par exemple, la plupart des couleurs étaient interdites aux pauvres. Ils devaient porter du beige, du bleu, et il y avait une teinte de rouge, je crois, qui était autorisée pour certains, dans un certain corps de métier. Donc, le violet, c'était pour le pape. Seul le pape avait le droit de porter cette couleur. Donc finalement, on est passé d'une mode qui était très codifiée par rapport au statut social à progressivement une démocratisation qui s'explique par la Révolution française, par exemple en France, avec la perte des privilèges, puis l'émergence d'une bourgeoisie qui avait les moyens financiers pour s'acheter finalement aussi des vêtements, disons. Alors, je pense quand même si effectivement ce qu'on appellerait aujourd'hui créateurs de mode n'existait pas, il y a quand même eu des grands rois et des grandes reines de France qui étaient passionnés d'art et qui du coup ont quand même lancé des modes. Tu peux nous donner des exemples et nous les montrer? Je pensais en premier à François Ier, que je connais bien puisque j'habitais près de Fontainebleau, donc je connais bien son château. Donc François Ier était extrêmement cultivé, mais on dit, il y a un journaliste qui m'a fait beaucoup rire, il dit, il était très cultivé, il était très brave, mais qu'est-ce qu'il n'était pas intelligent. Bon, alors c'est vrai qu'il n'a pas très bien réussi dans sa carrière militaire, on va dire, avec Charles Quint, etc. Par contre, en prenant en otage certains des artistes, vous savez que Léonard de Vinci, par exemple, a été troqué par l'Italie, et donc il a été en exil en France pendant très longtemps, Léonard de Vinci, sous l'autorité bienveillante de François Ier. Et François Ier était un des premiers, justement, des pionniers, que ce soit en art, etc., justement à concevoir l'art comme un moyen de médiatisation pour lui-même, pour sa grandeur, et donc, du coup, effectivement, à faire en sorte qu'il devienne une référence. D'ailleurs, on parle la plupart du temps, voilà, de Louis XIV, des grands rois, etc., aussi à travers leur pouvoir sur l'art et ce qu'ils en ont fait, comment ils ont, voilà, les prodiges qu'ils ont réalisés en leur temps pour laisser une marque dans l'histoire. Parce que l'histoire, voilà, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Et en mode aussi. D'ailleurs, j'en parlerai. C'est très important de concevoir ça. Tu peux nous montrer des exemples de mode précédents, par exemple, je ne sais pas, sous Marie-Antoinette, tu vois. Alors, voilà, en fait, je l'ai justement abordé pour Rose Bertin. Donc, Rose Bertin, qui était-elle? En fait, elle correspond aux prémices, on va dire, de ce que va devenir un créateur de mode, ce qu'on appelait à l'époque des marchands de mode. Donc, c'était des petites couturières qui avaient leur boutique dans les faubourgs, etc. Et puis, quand elles devenaient connues, eh bien, les nobles, évidemment, allaient souvent les voir pour créer leurs vêtements. Et la plus talentueuse, donc Rose Bertin, enfin, une des plus talentueuses, a été en fait la favorite de Marie-Antoinette. Donc c'est pour ça qu'elle est très souvent citée comme étant l'une des pionnières en fait de ce qu'on appelle maintenant la mode, parce que Marie-Antoinette lui a commandé énormément de parures, énormément de chapeaux, voilà, de toute création de toutes sortes, et elle l'a habillée. Je vais vous mettre des photos d'un portrait d'elle et puis quelques peintures, puisque ça sera par peinture de ses réalisations. Et j'ai également pu vous trouver des images de ses robes, parce qu'il y en a certaines qui ont été conservées.
sais pas si vous avez des questions à poser à Axel concernant des points qui ont pu être évoqués. Donc là, en fait, pour le moment, Axel nous retrace l'histoire de la mode. Donc, en reprenant au Moyen Âge, qu'est-ce que ça signifiait la mode, en comparant par rapport aussi à l'étymologie japonaise. Et puis également, voilà, sous l'Ancien Régime, donc en France, c'est la période où il y avait des rois. Donc ça correspond jusqu'en 1791. Et après, il y en a eu de nouveaux plus tard, mais en tout cas, il y a eu cette période très forte où la France était plutôt une période de privilèges et donc tout était très codifié. Donc, on s'habillait d'une certaine façon en fonction de son statut social. Et donc là, Axel explique progressivement cette évolution. Donc là, on en est au point où elle présente, elle vous a envoyé quelques photos dans la discussion. Oui, alors je vous ai envoyé un portrait de Robert pour que vous puissiez mettre un Oui, visage sur le nom. je pourrais les montrer en partage d'écran Oui. rapidement pour ceux qui ne peuvent pas télécharger les documents. Alors, donc, voilà, donc le portrait de… Est-ce que vous voyez bien comme ça si je vous… Oui. Ouais. Le portrait donc de Rose Bertin. Ici, vous avez une de ces très belles robes, donc ce qu'on appelle des robes à la française. Donc avec le corset. Donc ce qui alors oui, à savoir quand même que tant que le corset était là, alors le corset a influencé tout le vêtement, puisqu'en fait, on déformait le corps complètement, alors que ce soit par le corset, crinoline, gaine, enfin, bon, le corps de la femme, il n'était pas naturel. Et pour l'homme, c'était pareil, à savoir que l'homme portait le corset aussi, par exemple, sous Louis XIV. Il y a de nombreuses périodes où il a aussi été très paré, très déformé par des coussins, par des crinolines, qui étaient voilà. Donc, en fait, on déformait le corps et après, on posait le vêtement. Donc, les patrons d'époque, si vous les regardez, il n'y a presque pas de pince. Alors, les pinces, qu'est-ce que c'est? Les patrons, c'est le dessin de la robe qui va être fait en morceaux. Parce qu'une robe, c'est un J'en ai un là, justement, je vais vous montrer. assemblage de plusieurs morceaux. D'abord, d'une forme un peu presque cartonnée, un peu épaisse, sur laquelle on va coudre le tissu. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà à quoi ressemble un patron. Donc, ça, c'est une robe. Et en fait, j'ai tous mes petits morceaux. Donc, ça, c'est le devant, là, le côté. Et puis, je vais avoir le dos. Et en fait, ça, c'est en carton. Et on va dessiner sur le tissu, en fait, le patron. On coupe. Et après, on monte, on fait la couture. Voilà. Donc, voilà à quoi ça… Ah oui, donc le patron, c'est ça. Et en fait, si je vous parle de toile, c'est un petit peu la maquette comme un architecte va faire une mini maquette. Nous, on va faire une toile en taille réelle, par contre, en coton blanc. Donc, ça permet en fait de valider le volume, la coupe, la découpe. Et c'est comme ça qu'on crée un vêtement. Je renverrai, si vous voulez, quand on sera dans la partie questions-réponses, vous pourrez me poser des questions sur la technique si ça vous intéresse. Parce que là, c'est vrai que je suis peut-être plus partie sur de l'historique, du théorique, que de la pratique, qui était quand même plus facile. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions après en technique. J'essaierai de vous répondre du mieux possible. Voilà, donc ça, c'était un aperçu de Bertin. Désolé, mais tu vas un petit peu trop vite. Il faut vraiment que tu poses bien tes mots parce que c'est un peu rapide. D'accord. Alors, là, je vous mets un tableau aussi, encore une fois, de Rose Bertin. On la voit en train de coudre. Bon, évidemment, c'est une interprétation de l'artiste. Et puis, un dernier tableau de Marie-Antoinette en tenue d'été de léger. Donc, ça, c'est une robe qui est moins apprêtée, parce que Marie-Antoinette aimait beaucoup son jardin. Elle avait son propre petit pavillon, en fait, ce qu'on appelait le château de la Reine. Et elle aimait beaucoup, en fait, s'isoler. Et donc, elle portait des parures moins sophistiquées et beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables à porter. Donc ça, c'était un tableau que je trouvais intéressant de l'avoir dans son quotidien, ce qui est assez rare, puisqu'on représente souvent Marie-Antoinette
très très apprêtée avec des vêtements de cour, d'apparat. Et là, c'est un des rares tableaux où on la représente de manière naturelle. Je trouve qu'elle est souriante et je trouvais très belle cette peinture. Alors, donc voilà, en tout cas, de nombreux historiens de mode parlent énormément de Rose Bertin comme un peu la première créatrice de mode. Ça, encore une fois, c'est des choix, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens aussi sur sa vie. C'est sûr, c'est qu'elle a énormément influencé toute la cour et elle avait une créativité débordante. Ses robes étaient fantastiques et on a beaucoup de chance d'avoir pu en sauvegarder certaines et qui sont exposées souvent à la galerie, au musée des arts décoratifs aussi. Voilà, je vais arrêter le partage pour le moment. Hop. C'est toute une période, en fait, le XVIIIe siècle en France, tout ce qui correspond à cette période-là, c'est une période d'extravagance qui se retrouve dans les robes, dans les chapeaux. Et la reine Marie-Antoinette a beaucoup été à l'origine de ça. On appelait par exemple les chapeaux à la Caravelle parce qu'on empilait sur les chapeaux des bateaux, des fruits, des légumes. Et en fait, il y avait aussi la guerre entre les grandes dames. Parce qu'il y a la Pompadour, par exemple, qui était en conflit avec l'une et l'autre. Mais ça, dans toutes les cours, en fait, quand même plus à partir de la Renaissance. Le Moyen-Âge, il y avait moins. On était plus dans la vertu. On était dans la recherche de la vertu. Là, le foisonnement, etc., oui, c'est à partir de la Renaissance où il y avait vraiment des dames qui étaient donc en compétition l'une et l'autre pour avoir les parures, ce qu'on appelait plus parures, les plus extravagantes, je ne sais pas, mais en tout cas les plus innovatrices, etc. D'ailleurs, il y avait aussi les différentes cours. Il y avait la cour de Rouen, la cour de Paris, voilà, la noblesse de province, etc., étaient toujours en recherche des nouveautés parisiennes. Donc, oui, Paris a toujours eu en tant que capitale, en fait, cet attrait qui a diffusé beaucoup la mode à travers la province. Même s'il était… La mode, ce n'était pas qu'une question de femmes, c'était aussi une question d'hommes. Les hommes portaient des perruques, mettaient des chaussures, mettaient beaucoup de… se maquiller, oui. Après, pour les hommes, il fallait être à la fois élégant, mais jamais plus que le roi. Donc, c'était un peu plus clair. Il fallait quand même être… Oui. Alors, si tu reviens à Louis XIV, effectivement, la reine n'avait pas un grand pouvoir. Non, ça c'est sûr que c'est… Mais oui, il ne fallait pas faire de l'ombre au roi. Non, ça, sinon, on finissait pas bien. Il y a de nombreuses histoires, tu pourras parler toi plus mieux que moi. Mais oui, c'était très important. Par contre, effectivement, le XVIIIe siècle, et c'est souvent pour ça qu'on pose Rose Bertin comme le prémisse, c'est là où quand même il y a un début de démocratisation, je ne sais pas si on pourrait dire ça, dans le sens où, alors bon, la population est très très pauvre, quand même, à savoir, mais on autorise la reine à, en tout cas, à s'exprimer à travers le vêtement. Elle était dans un carcan, c'est sûr, très isolée, mais en tout cas, au travers de la cour, elle avait deux péchés, c'était la mode et c'était les gâteaux. C'est pour ça qu'elle est devenue très grosse. Après, ça explique pourquoi aussi il y avait cet amoncellement de perruques et de parures et des perruques géantes où on ne pouvait même plus, en fait, dormir allongé. En fait, on dormait assis avec des petits coussins spéciaux pour la tête, un peu comme les geishas d'ailleurs ou les femmes japonaises. On a une question de Aileen qui demande combien de temps, à peu près combien de robes portait Marie-Antoinette? Est-ce qu'elle en portait une par mois, une par jour? Alors, non, c'était très compliqué la vie d'une reine, d'ailleurs dans toutes les époques et toutes les civilisations. On pouvait porter plusieurs robes par jour selon l'événement. Il y avait la toilette du matin, la toilette d'après où on allait manger, etc. Après, on pouvait porter la toilette pour faire de l'équitation, quand elles étaient sportives, l'Amazone, encore une fois. Il y avait la toilette d'après-midi, et puis les grands soirs. Donc, tout ce qui était bal, représentation officielle, on portait en fait, par exemple, les couronnes, on n'est porté que dans les représentations officielles. Il y a certains bijoux, même pour la reine, qui étaient interdits d'être portés, parce qu'ils symbolisaient le pouvoir à un certain moment donné, et elle n'avait pas le droit de porter certains colliers, parce que ça représentait un pouvoir soit religieux, soit politique. Voilà. Donc la parure est très symbolique. De toute façon, le vêtement,
il y a l'apparat et il y a le rituel et tout est lié. Et c'était très codifié. Après, je pense que la question, c'est aussi combien de fois il les lavait. Peut-être c'est ça, effectivement, sur certains sites, on peut voir un mois. Oui, c'est vrai que parce qu'on portait beaucoup de vêtements en dessous qui protégeaient de la saleté les parures, les vêtements, du coup, on pouvait se permettre de nettoyer très très peu la robe parce que c'était très fragile, ça coûtait très cher. Donc, on évitait au maximum de… On réutilisait les tissus. C'est-à-dire que quand on changeait de style de mode, on décortiquait. C'est pour ça que beaucoup de robes n'existent plus, hormis les robes des reines et des rois, enfin pas des rois, Alors, ça, par contre, c'était assez mal vu de faire ça. mais on reprenait. Mais oui, ils le faisaient quand ils avaient… Quand, par exemple, la petite noblesse n'avait pas les moyens, hein, parce qu'il ne faut pas croire, c'est des châteaux qui coûtaient très très cher à entretenir, etc. Donc en fait, il y avait toute une partie de la noblesse qui vivait avec très peu de moyens. Et effectivement, ils recyclaient leurs vêtements. Donc le upcycling, c'était fait le cas. Par contre, dans les grandes cours royales, on ne voyait que très peu ça. On pouvait peut-être récupérer certains éléments de pièces, mais c'était extrêmement mal vu de ne pas avoir de parure neuve. C'est pour ça, vraiment, c'était des guerres d'élite. Parce qu'il fallait avoir une nouvelle robe, encore plus sophistiquée, encore plus… Et donc, après, au 19e siècle, qu'est-ce ouais. qu'on a? Alors, donc, on part en fait des marchands de mode avec cette fameuse Rose Bertin, où on parle d'élitisme, d'aristocratie, vers l'ère de l'industrialisation, donc le 19e siècle, avec la première grande révolution, considérée comme première grande révolution industrielle en France. Et la figure phare, c'est évidemment Charles-Frédéric Worth, qui, pareil, je vais vous mettre un partage d'écran pour vous montrer. Donc, lui, en fait, il arrive dans un… Oui, Worth. Ouais. Charles-Frédéric Worth. Hop, je vous le mets avec les dates dans le chat. Alors, ça aussi, comme Rose Bertin, ça fait partie des très grandes références de l'histoire de la mode. Et c'est un petit peu le tournant. Hein. Ils incarnent… Alors, évidemment, à tout ça, à prendre avec des pincettes dans le sens où on part de noms les plus connus, mais à côté, il y en avait beaucoup d'autres. C'est juste que, comme je vous dis, l'histoire appartient aux gagnants et que eux ont eu un succès suffisamment important pour marquer l'histoire et devenir en fait des exemples des tournants compris l'histoire de la mode. Donc, Charles-Frédéric Worth, la petite anecdote drôle, c'est que pour ceux qui aiment l'histoire de France, vous savez que la France et l'Angleterre ont été des rivales et des ennemis terribles durant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, avec le Brexit, on ne sait pas trop. Mais et à la fois, c'est un peu les sœurs ennemies, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports, l'art, etc. La France a failli devenir plusieurs fois anglaise. Donc, bon. Ce qui est, par contre, voilà, les inimitiés aussi, on ne peut pas les nier. Ce que tu essayes de dire, c'est qu'il y a eu des liens de concurrence et des liens d'admiration un petit peu de chaque côté. C'est-à-dire que l'Angleterre allait s'inspirer de choses par rapport à la France, dans la mode, dans l'art. La France allait s'inspirer de mouvements anglais, toute la période aussi romantisme, il y a eu des périodes comme ça où il y a eu des mix culturels. Et en même temps, il y a eu des périodes de guerre, des périodes de conflit. Et donc, c'est vrai que l'Angleterre et la France, après, ça fait un petit peu la même chose avec l'Allemagne. Il y a eu cet effet un peu de double. Donc, on avançait en commun, en travaillant un peu dans les mêmes domaines en même temps, en s'inspirant, en étant en rivalité. Et ce qui est intéressant avec Worth, justement, ce que tu disais, c'est que c'est une figure d'un Anglais, mais qui va avoir développé… Je n'avais pas dit encore. Oui, en fait, Worth est d'origine anglaise. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il est considéré comme le grand couturier parisien qui a, entre autres, c'est un parmi d'autres, mais le plus connu, parce qu'il a fait des actions importantes, qui a en fait ouvert la haute couture parisienne. Enfin, qui a créé en fait la haute couture parisienne. Et donc, c'est un Anglais. Voilà. Et ça, en fait, on le met, évidemment, on le sait. De toute façon, le nom est à la consonance anglaise. Mais je trouve que c'est assez drôle, un peu ironique, finalement, que ça soit un Anglais qui soit à l'origine, parmi d'autres, encore une fois, mais de la haute couture parisienne. Donc, ce qui montre à quel point l'art et la mode est ouvert aussi. Voilà, c'est que c'est international.
pour relier par rapport à ce que tu disais avant, donc la haute couture, ce serait l'héritier un peu de ces robes sur mesure qui étaient faites sous l'Ancien Oui, Régime. C'est l'héritier aussi de ce lien entre art et technique par rapport au prêt-à-porter, donc qu'on connaît davantage aujourd'hui, qui est l'idée de pouvoir créer rapidement des collections, acheter des vêtements très régulièrement et oui, pouvoir changer au c'est gré. ça. Alors, en fait, avant, justement, Worth, c'est des grands magasins, la notion de prêt-à-porter n'existe pas. En fait, on s'habille de manière usuelle. On s'habille pour aller travailler. Enfin, toutes les classes sociales, en fait, la fonction du vêtement, elle était, pour une grande majorité de la population, uniquement usuelle. Il fallait se couvrir, il fallait se vêtir, il fallait se réchauffer, voilà, se protéger. Donc, euh, c'est pour ça qu'on, quand on parle de mode, on commence par Robertin et le XVIIIe siècle, parce que il s'est passé plein de choses aussi dans les autres siècles, etc. On peut remonter jusqu'à la naissance de l'origine de l'homme. Mais en tout cas, voilà, on situe là, parce que c'est le début vraiment des courants, là où on a des précurseurs des courants, des tendances, pas de tendances, mais pour Charles Frédéric Worth, là où en fait, effectivement, il y a ce côté haute couture parisienne, mais il y a aussi le prêt-à-porter, puisqu'en fait, c'est les premières boutiques. Mhm. Avant, on allait chez la couturière, en fait. C'était des pièces uniques. Il n'y avait pas de série. Il y avait pas on ne reproduisait pas les robes, ou en tout cas très très peu. Et Worth, c'est pour ça qu'il voilà, il est aussi important dans l'histoire de la mode, c'est que c'est le premier qui a vendu en magasin, un des premiers. Donc là, on peut commencer à parler de prêt-à-porter quand il y a cette idée de série, où la pièce est reproduite. Alors pourquoi ça ne se faisait pas avant? Tout simplement, encore une fois, parce que c'était pas chic de porter la même robe que la copine. Voilà. Alors ça, ça ne se faisait pas. La seule pièce qu'on portait, c'était de mère en fille, c'était la robe de mariée. Il y a beaucoup de cultures où, effectivement, là, en France, sur certaines régions, on portait symboliquement toujours la robe de mère en fille, la même robe. Ou un élément. Ou un Ou un élément. élément. Ça, c'est tout en province, pardon, excusez-moi, en Provence, dans le sud de la France. C'est une coutume qui a été, et en Normandie, il me semble aussi. Mhm. Voilà, Avec- donc en fait, le premier grand magasin qui est ouvert à Paris, c'est Le Bon Marché. Et Mhm. a suivi après la Samaritaine, Galerie Lafayette, etc. Mais le tout premier, c'est Le Bon Marché, par Aristide Boucicaut. Donc, Worth, je vous mets des Alors, photos. il y a deux questions. Oui. La première, c'est est-ce qu'il y avait une parité homme-femme dans le processus de création à cette époque? Alors, au niveau de la technique, oui, c'était les mêmes gens qui fabriquaient les vêtements. Au niveau de l'après, c'est-à-dire, ça a été fluctuant. Ça a été fluctuant. Mais non, mais Autant, la question, oui, je pense que c'est oui. plutôt est-ce qu'il y avait autant de femmes couturières que d'hommes couturiers? Comment ça fonctionnait? Parce qu'on Alors, a des figures comme la chaque. couture était dévolue aux femmes. On apprenait toutes petites aux filles à coudre, à cuisiner. C'était des tâches qui étaient dévolues aux femmes. Après, ça a quand même changé du 18e. Par exemple, il y avait des chapeliers, des modistes, donc ceux qui faisaient les chapeaux, pour hommes, oui. Et puis, il y avait le fameux tailleur homme. Donc là, en fait, il y avait des corps de métier, des tailleurs. En fait, on les appelait des tailleurs parce que les hommes ne voulaient pas, enfin, les femmes, de toute façon, ne se mélangeaient pas trop avec les hommes. Donc, on avait un tailleur. Euh, mais non, en tout cas, là c'est surtout que j'ai quand même axé mon discours beaucoup sur la mode féminine parce que la mode masculine, c'est pas ma spécialité, même si évidemment je l'aborde. Mais pour ce qui est de l'homme, c'est encore une autre histoire. Il faudrait refaire un autre. La question était plutôt très précise. C'était est-ce que, au niveau des cordes, je pense que tu as répondu, c'était savoir est-ce que il y a une répartition, est-ce qu'il y avait autant d'hommes qui créaient que de femmes dans la mode? Alors, Tu as répondu en parce fait, oui, mais si on parle, je crois que du coup, ce que j'ai compris là, c'est que on parle de créateur de mode. Donc, que. le créateur de mode, on va dire qu'il va commencer à exister à partir du 19e siècle. Oui. Mhm. Après, sans doute, et j'en suis sûre, il y avait des marchands de mode masculins. Mhm. Oui, ça, c'est. Mais
Les proportions, je ne peux pas les connaître. Je ne vais pas mentir, je ne sais pas. C'est vrai que par exemple, les corps de métier, c'est ce que tu disais, Axel, les corps de métier étaient plutôt soit masculins, soit féminins. Les cordonniers étaient généralement des hommes, les tailleurs pour hommes étaient souvent des hommes, donc c'était plutôt organisé comme ça. On divisait effectivement les genres. C'est que ouais. La deuxième question, c'était est-ce que Worth a fait face à des obstacles dans sa carrière compte tenu de la rivalité entre la France et l'Angleterre ou est-ce que voilà, ça a été plutôt facilité? Comment s'est passé Non, alors, j'ai pas vraiment. En fait, il est arrivé très tôt en, en France, à Paris, et ils ont tous commencé pareil, et Rose Bertin aussi, c'est-à-dire toujours des échoppes un peu modestes, et c'est la qualité de leur travail qui ont fait leur histoire. Il y a toujours eu ce moment, si on pouvait faire une comparaison à l'heure actuelle, c'est l'explosion du like sur Instagram. Des pièces ont plu, elles ont été appréciées et ils ont pu ouvrir de plus grosses boutiques. Mais encore une fois, voilà, ça s'est fait par étapes. Ils ont tous condensé voilà, avec peu de moyens. Ça, oui. Et puis Mais je ne pense pas que le contexte a joué. Oui. Partaient dans d'autres pays, par exemple Chanel était parti à un moment donné en Angleterre. Enfin, Oui. il y avait pas de, on sentait pas forcément la rivalité quand on était créateur. Ça pouvait évoluer complètement. C'était une rivalité entre les pays, mais pas forcément entre les personnes qui vivaient dans. Oui, d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Après, là, on parle d'un contexte quand même qui est très particulier. La révolution industrielle, c'est l'ouverture sur le monde, le début des échanges commerciaux à grande échelle, avec les moyens de locomotion qui se développent, les bateaux à vapeur, les trains. Donc, on n'est plus dans un contexte, en tout cas, bon, avant malheureusement le début du XXe siècle, où on est en guerre. Alors, c'est plutôt la guerre des idées. C'est à qui sera le plus technique, qui aura le meilleur ingénieur qui va créer la meilleure pièce avec justement les expositions universelles. On est plutôt dans l'ouverture au monde, mais en montrant en fait son savoir-faire. Alors, pour faire un point, les expositions universelles, ce sont des expositions qui ont été créées à partir du 19e siècle, par exemple, qui ont permis à la Tour Eiffel de voir le jour. C'était un moyen de montrer une sorte d'innovation dans l'architecture, dans de nombreux domaines artistiques, pour, pour mettre en avant tous les savoir-faire développés par notamment la France. Voilà. Et donc, la Tour Eiffel a été bâtie lors d'une exposition universelle. L'idée étant de montrer des nouveaux projets architecturaux à Paris. Là, je vous ai envoyé une des robes phares de Worth, et puis donc un grand soir avec Fresne et son portrait. On peut les voir en partage d'écran aussi. Parce que en fait, l'envoi de fichiers est un petit peu compliqué, donc c'est plus intéressant pour vous de les voir en partage d'écran. Alors, donc voici le monsieur. Et vous avez là une robe qui est très connue de lui. Après, pour le reste, j'y reviendrai. Donc, la naissance des grands magasins, le début de l'industrialisation, le vêtement devient une pièce plus accessible. Et puis, évidemment, tout ça, c'est lié aussi au contexte économique. L'apparition de la classe moyenne aussi, ce qu'on appelle la bourgeoisie, haute bourgeoisie, qui fait que les gens vivent mieux, ont plus de moyens et donc peuvent prétendre à s'acheter des vêtements de qualité. Et comme il y a une forte demande, forcément, ces grands magasins connaissent un grand succès. Et puis, on veut tous ressembler à l'élite. Donc, c'est comme ça vraiment s'est développée l'idée de mode, pour le coup. Cette idée de temporalité, on veut ressembler à. Donc, voilà, j'achète le vêtement, le produit qui correspond à l'idée que je me fais de l'élite. Et alors ensuite, oui. Donc,
Dans, dans le contexte voilà, de cette révolution industrielle, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil, vous avez en fait l'ère des grands couturiers. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui a mis son micro. Il y a un petit bug, je pense. Mais continuons. Alors, donc, ère des grands couturiers. Donc là, il y a, bon, déjà, il y a beaucoup de révolutions dans cette partie. Déjà, évidemment, Coco Chanel qui enlève le corset. Ça, c'est un des actes les plus importants. Par contre, hop, je vais arrêter de partager l'écran. Donc, Coco Chanel, c'est à la fois arrêter le corset, le pantalon aussi. Le pantalon, mais en fait, les grands couturiers, je voulais faire un point là-dessus, c'est le début aussi où il y a l'idée de la cliente. Avant, on était dans l'élite. Le marchand de mode, c'était l'élite, l'aristocratie. Là, en fait, voilà, le terme client peut commencer la clientèle, on développe la clientèle, etc. Et ça veut tout dire aussi. Ce mot a un impact quand même. Ça dit beaucoup de comment le vêtement est abordé. Il y a aussi, en fait, le début du mannequin. Donc, et il va être très révélateur aussi de la mode, puisque au 19e, 20e, on est plutôt dans l'idée de la muse, en fait, la femme qui va incarner. Et les mannequins, tout début en tout cas, par exemple Paul Poiret, il faisait défiler ses filles, ses sœurs, ses cousines. Les défilés, c'était pas des défilés, c'était en fait des présentations dans son jardin où il invitait ses plus proches clientes. C'était très familial en fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'ailleurs dans lequel maintenant avec la slow fashion, on revient un petit peu. Donc toute cette époque, en fait, elle est quand même marquée beaucoup par des antagonismes. Alors l'antagonisme, c'est un mot compliqué. Tu peux l'expliquer, Jérémy? C'est une opposition, antagonisme. Voilà. Ouais. Une opposition forte, mais sur des valeurs. Donc, ils se portent sur des valeurs. Et en fait, toute cette période-là, je voulais vous en citer certains parce que ont été très importantes. C'est par exemple Jeanne Paquin, qui n'est pas aussi connue que Paul Poiret, mais qui est une très, très incroyable créatrice de mode. Jeanne Paquin, elle n'aurait pas existé non plus sans sa rivalité avec Paul Poiret. Madame Gray, pareil, Madame Dionnet, Madame Gray, rivale, et du coup, elle se dépassait. Évidemment, il y a aussi Dior, Givenchy, qui était en rivalité. Hein, puis la Balenciaga qui était. Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, plus tard. Voilà, voilà. Et puis, Gabrielle Chanel et Elsa Schiaparelli. C'est pareil. Je ne pense pas qu'elles auraient poussé à ce point leur collaboration artistique avec des artistes, des artisans, etc., s'il n'y avait pas eu en fait toujours cette compétition, alors qui devait être épuisante. Hein, je ne dis pas qu'au niveau humain, c'était intéressant, mais en tout cas, ça les a poussés, ça les a motivés réellement à se dépasser, tellement elles ne pouvaient pas se saquer. Hein, vraiment. D'ailleurs, je vous ai mis dans les liens que je vais vous donner. Elles se supportaient pas. Non, elles ne se supportaient pas. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que pour moi, Coco et Elsa, c'est un peu la lune et le soleil. Coco, c'est quand même assez austère, une femme assez sombre, qui a une histoire aussi terrible, mais qui a dû se battre. Voilà. Il y a une certaine rigueur chez Coco Chanel. D'ailleurs, sa robe iconique, robe noire, sans marquer la taille. Et alors que Elsa Schiaparelli, c'est le soleil, c'est l'Italie, c'est l'exubérance des couleurs. Sa couleur principale, c'est le rose. Un rose bonbon très, très franc. Enfin, c'est le rose Schiaparelli d'ailleurs. Ça va être des grands motifs, des grandes brodées, etc. Et c'était vraiment, oui, le yin et le yang, en opposition complète. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer déjà quelques exemples
des créateurs que je vous ai cités, donc Jeanne Paquin, Paul Poiret, Madame Gray pour ses fameux plissés, magnifique travail, Madeleine Buonnet, et puis quelques sélections de Dior aussi. Alors, on a une question de Lady Di qui nous demande est-ce qu'il est possible pour un homme d'être une muse? Ah oui, dans l'absolu, évidemment. Si on parle pas d'histoire, oui, effectivement. Alors, un homme peut être une muse, mais historiquement, c'était plutôt des femmes qui étaient des muses. On parle, par exemple, dans la mythologie grecque, du mythe de Pygmalion et Galatée. La muse c'était comme les nymphes, hein, c'était des divinités grecques. Donc oui, si on parle de la racine, la genèse du mot, enfin de ce que ça désigne, c'est une divinité grecque. Il y avait 4 muses. Plutôt féminine en général. Après, aujourd'hui, on peut très bien avoir des muses hommes de créatrices ou de créateurs. On peut le voir, mais quand on parle de cette époque-là, il s'agit plutôt de femmes pour la réponse. Je pense à Dorian Gray. Alors, c'est pas un personnage réel, mais Dorian Gray, c'est un petit peu la muse aussi. Il influence beaucoup de créateurs. Oscar Wilde, la période des dandies. Ah ouais, des dandies. Et puis même, je vais dire, Monsieur. Alors, Monsieur, c'était le frère du roi, Louis XIV. On l'appelait Monsieur. Monsieur aimait beaucoup les hommes. Et il avait un de ses favoris, il y en a deux, et lui, en fait, et il disait souvent, il m'inspire, ce sont mes muses. Bon, ils avaient des rapports très proches. Et donc, après, par rapport aux images de Paul Poiret. Alors, là, c'est un petit mélange. Hein, On a une question, est-ce que Coppelia a une muse? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que le mot muse est extrêmement désuet. Mais parce que là, on n'en est pas encore arrivé, on n'a pas encore parlé en fait des années 80, où le mot muse a pris une connotation bien différente, avec l'ère des supermodèles et des grands photographes de mode aussi. Hein. La photographie a beaucoup joué sur l'idée de la muse depuis toujours. C'est la mettre en image, comment elle pose, etc. Aujourd'hui, pour un créateur, je suis plutôt dans le courant avant-gardiste, conceptuel, le mot muse, je ne sais pas si ça s'y prête. Déjà, ça c'est le premier point, on va dire. Je pense que le langage a évolué, le langage de la mode a évolué. Le mot muse, on l'entend très peu. En tout cas, des créateurs que je connais. Hein. Je ne dis pas que je parle au nom de tous, mais dans mon courant, non, pas beaucoup. Par contre, on peut être inspiré par la personnalité de quelqu'un, bien sûr. Mes amis, mes artistes, tous ces gens-là, et même des inconnus dans la rue, on peut être ébloui par l'aura d'une personne. On revient à Aliki, justement, et elle nous inspire. Mais le mot muse aussi, quand on parle de la muse d'un créateur, en fait, il y a ce côté monolithe. C'est-à-dire qu'on parle d'une femme pour lequel, en fait, on va créer en fonction d'elle pour que les autres ressemblent à elle. C'est pas très actuel. Je trouve qu'on a, avec la libéralisation et nos sociétés capitalistes, en fait, on est plutôt dans l'individualisation. Plus du tout enfin, en tout cas, actuellement, je crois, en tout cas, qu'on est plus dans ce concept de l'individualisation. Et vous pouvez voir d'ailleurs dans les campagnes publicitaires des marques, il y a des groupes, en fait. Il y a souvent plusieurs personnes dans les campagnes publicitaires et elles ont des caractères, des traits physiques très marqués et beaucoup moins standardisés comme les années 80, où on avait une beauté qui était quand même très reconnaissable, même dans l'ossature des visages, etc. On va avancer un petit peu. On a des questions qui concernent plutôt le futur de la mode, mais je pense que là, comme on n'en est même pas encore aux années 80. Bon, je disais un petit peu long. Je vous remettrai d'autres photos directement, mais je vous avais fait une sélection de plein de créateurs. Comment ? On est obligé d'insister sur tout non plus l'histoire de la mode. On peut résumer un petit peu déjà par rapport à ce que tu as dit, qu'il y a eu une évolution par rapport à des statuts dans la façon de s'habiller. Que progressivement, il y a les personnes qui
apporté avec le développement des boutiques. Euh, et puis l'émergence aussi de muses et de grandes mannequins. Et là, j'ai vu aussi dans tes images qu'il y a Ala Aishoun. Donc, c'est Je vais cette vous mettre. on passe davantage à des couturiers comme Alors, en fait, le tournant, c'était vraiment les années 70 avec Twiggy. Avant, mannequin, c'était pas du tout un métier qui était noble. Au contraire, hein, on avait honte. J'aime pas ce mot, mais en fait, on est considéré un peu comme des prostituées. Donc, c'était très mal vu d'être mannequin. Elles n'étaient pas considérées, elles étaient mal payées. Enfin, voilà. Alors, et il y a eu l'avènement des années 60, enfin, fin 60-70, avec la figure, ça y est, la starification, excusez-moi, du mannequin et non plus de la muse, avec Twiggy. Donc ça, je vous mets une photo d'elle. Je vais vous télécharger. Hop. Qui d'ailleurs rompait complètement avec le corps féminin idéal de l'époque, hein, qui était une femme ronde, pleine, gironde, à la Marilyn Monroe. Voilà. Donc Twiggy, elle est importante. Hop, je vous fais aussi un partage d'écran. c'est aussi le développement d'une presse spécialisée mode qui a permis la valorisation des mannequins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles étaient visibles dans les magazines, en couverture, dans les publicités, ça leur a donné aussi une autre… Et puis, le recrutement des mannequins parmi des actrices. On pense notamment à des figures comme Marisa Berenson, enfin des figures très médiatisées, en tout cas, du mannequinat. En fait, la muse, on pourrait dire qu'elle continue toujours. L'idée de la muse, c'était une femme qui est iconique, une icône sur laquelle on va plaquer voilà, ses vêtements. On va calquer sa personnalité sur le vêtement, sur l'univers du créateur. Est-ce que, on a oui, une question. Est-ce qu'à l'époque de Christian Dior, c'était bien vu ou mal vu d'être mannequin? en fait, il fallait faire la distinction entre la muse, qui parfois était la sœur, la mère, ou voilà, très proche, une actrice, genre Sarah Bernard. Sarah Bernard a été une muse pour beaucoup de créateurs. Et la mannequin. La mannequin, c'était une femme de petite condition pour eux. Et la mannequin, en fait, c'était pas une muse. C'était vraiment important. Après, pour Dior, c'est un petit peu particulier parce qu'il cherchait quand même des femmes qui étaient très élégantes. Donc, il y avait Alors, plutôt des recrutements chez des femmes qui étaient… et là, tu parles encore une fois des muses. Justement, d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles, puisque vous avez une très très belle muse, kazakhstane, qui est Ala Ishun, qui est magnifique. Magnifique. Et elles, c'était vraiment des muses. Donc, elles étaient prises en photo, etc. Elles avaient un nom, elles étaient reconnues. Mais pareil pour Umberto Givenchy ou Balenciaga, hein, ils avaient tous des muses. C'était plus des muses. Mais on n'avait pas, c'était pas le mot mannequin. En fait, c'est pas elles qui portaient les vêtements pour les défilés auprès des clientes. Parce que les défilés, c'est pareil. En fait, les défilés, il y avait très très peu de monde. Il y avait un numéro et on tenait ce numéro et en fait, les mannequins passaient. On pouvait toucher les vêtements, on pouvait toucher les mannequins. Déjà, l'acte de toucher, ça voulait dire, c'était vraiment des objets. C'est pour que la cliente puisse toucher le tissu, pour qu'elle puisse voir le dos. Donc, en fait, elle tournait, elle souriait. C'était complètement différent des défilés actuels. Et le statut de la mannequin, honnêtement, alors, je vais essayer de vous retrouver un reportage qui est fantastique là-dessus. C'était vraiment des conditions pas terribles. C'était pas des muses, c'était des visages anonymes. Là, je pense qu'il faut pas confondre les égéries et les muses que vous voyez sur les photos Là, on parle d'histoire aussi. archives. Comment? C'est vrai que ça a beaucoup changé aussi. Il y a eu une professionnalisation du métier de mannequin. Oui. Et à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Donc, à cette époque, il fallait trouver des corps prêts à porter les vêtements. Et donc, on distinguait les femmes qui avaient le temps et qui D'ailleurs, pour pouvoir porter les vêtements pendant des collections, etc. Des femmes qui allaient être des égéries, qu'on allait prendre en photo, mettre en avant, qui incarnaient la marque. Alors, on a je ne sais pas. malheureusement, ça bug un petit peu. Oui, je vois que j'ai un petit bug. On a une question de Ricky Zgoul. Je vois un doigt levé. Est-ce que…
sais pas. Vous pouvez activer votre micro. En fait, de toute façon, le statut de muse, modèle, etc., enfin, le clivage entre les égéries des muses et puis après, voilà, les jeunes femmes qui portaient des vêtements pour parce que mannequin, c'était même pas encore le mot. Ça existe toujours. Hein. Dans les défilés, vous avez beaucoup on appelle ça des filles maintenant. Vous avez beaucoup de filles qui sont anonymes, qu'on a pris juste pour des mensurations, parce qu'elles rentraient bien dans le vêtement. Mais leurs visages ne sont pas connus du grand public. Et vous avez les mannequins stars. Voilà, il y a toujours en fait cette différence à faire de popularité. Une marque, selon son budget, va avoir plus ou moins de têtes d'affiche. Et, voilà. Et donc, en tout cas, là où ça a été consacré, hein, c'est vraiment Twiggy. C'est la référence, c'est qui a lancé, c'est le visage des années 70. Quoi. Avec Diane Furstenberg, comme créatrice, hein, je peux vous citer donc Diane Furstenberg, Cardin, Paco Rabanne, et puis après, on a aussi les anti-fashion qui ont commencé à s'inspirer de la culture punk, hein, donc des sous-cultures, etc. Donc Vivienne Westwood et Patrick Cazet, un peu moins dans ce mouvement-là, Yves Saint-Laurent, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, toute cette période-là, c'est là où le public, on commence à avoir la presse spécialisée, les acheteurs aussi. Les acheteurs, en fait, les grossistes. Hein, donc évidemment, comme les boutiques ont ouvert, on a les grossistes donc, qui s'occupent d'acheter et de revendre après les vêtements. Et les années 80, c'est vraiment là, on n'est plus dans l'ère du grand couturier. On rentre dans l'ère en fait de ce que j'appelle le label, donc les marques, avec les directeurs artistiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus forcément en fait le créateur originel, qui est souvent décédé ou qui a arrêté, qui a fait la retraite, et donc en fait on va embaucher des directeurs artistiques à la tête de maison. Et puis c'est le début aussi du Starmania, donc avec les supermodèles, les idoles que la presse s'arrache, comme Naomi Campbell, Linda Evangelista, et puis Christy Turlington et Cindy Crawford, Claudia Schiffer, hein, l'ère des supermodèles. Et ça vient aussi avec les 80, hein, bien sûr, le créateur Thierry Mugler, qui est un petit peu le grand créateur des années 80. Quelle est la différence entre un directeur artistique et un créateur de mode? Alors, en fait, la distinction, elle doit se faire même sur, je veux dire, 4 métiers. Directeur artistique, c'est quelqu'un qui s'imprègne d'un cahier des charges, d'une maison, de l'univers, de l'ADN d'une maison, et qui va diriger l'équipe pour que les collections respectent ce cahier des charges, cet ADN. Par exemple, Karl Lagerfeld et la maison Chanel. Alors, Karl Lagerfeld, il a plusieurs. Voilà. Karl Lagerfeld, maison Chanel, directeur artistique. Par contre, sa marque, Karl Lagerfeld, là, il est créateur de mode. Donc, créateur de mode, on a sa maison, ou si on n'a pas de maison, en tout cas, on est indépendant. Et le cahier des charges, c'est nous qui le créons. Exemple, je travaille pour Dior. On me demande de faire une robe inspirée du lilas. Parce que le lilas, c'est dans une archive Dior, c'était une robe d'été de Monsieur Dior qui était très très connue, qui est très bien vendue. Bon, voilà. Donc, cette robe, il faut que je la décline pour le marché actuel. Donc, il faut que je la remodernise. Donc, il faut que je m'inspire des codes de la mode actuelle, moderne, tout en intégrant les codes de la maison Dior et de cette robe, la fameuse robe lilas. C'est un exemple. Il n'y avait pas de lilas. C'était du muguet en plus. C'était du muguet. J'avais oublié. Mais voilà, ça, c'est typiquement, ça, c'est le travail de directeur artistique. Et encore, le directeur artistique, il ne dessine pratiquement pas. Sauf Karl Lagerfeld, c'est vraiment l'exception. Lui, il a toujours voulu s'intégrer dans la création. Mais il ne peut ne pas dessiner. Il peut donner uniquement l'univers, la direction à toute son équipe. Au styliste, au modéliste. Donc, le modéliste, c'est celui qui fait le patron, hein, qui crée le vêtement, au couturier, etc. Encore que même lui, c'est le chef d'atelier plutôt qui va gérer la partie technique. Donc le directeur artistique, c'est la tête pensante.
voilà, le créateur de mode, il est plutôt autonome, indépendant. Il crée sa Tout, propre. c'est plus simple. En fait, le directeur artistique, c'est la tête pensante au service d'un ADN qui n'est pas le sien. Un créateur, c'est quelqu'un qui crée de l'ADN. Ouais. Quand tu dis ADN, c'est en fait une ligne artistique. Oui. Alors, oui. Ou artistique, pas seulement. Marketing, stratégie marketing, etc. La communication aussi. Tout est lié. Alors, évidemment, il y a plusieurs directeurs artistiques dans les très, très grosses maisons. Le directeur artistique de la partie mode, John Galliano, évidemment, il ne s'occupait pas de la com du marketing. Mais directeur artistique, c'est vraiment comme directeur. En fait, c'est un terme pour décrire un poste. Vous avez des directeurs artistiques dans la presse écrite. Vous avez des directeurs artistiques dans le graphisme, le web graphisme. Donc, c'est vraiment quelqu'un en fait, qui est là pour respecter l'ADN et en fait, qui supervise l'équipe créative. Donc ça, c'est la période plutôt contemporaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est finalement? Comment est-ce que tu vois la mode actuelle? Alors, ça a commencé avec quelques marques. Bon, pas quelques marques, mais en tout cas, pour on va dire dans les marques à gros budget qui appartiennent à des grands groupes, il y a la marque vêtements, où en fait, le DA a été anonyme pendant très longtemps. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. Mais ça, d'où ça venait, ça, cet acte de créer vêtements? Eh bien, c'est toute la mouvance nordique flamande, en fait, de ce qu'on appelle le slow fashion. L'anti-fashion aussi, il y a plusieurs courants. Alors le slow fashion est encore bien particulier. Mais en tout cas, où en fait, finalement, la starification, on va dire le créateur roi ou le directeur artistique roi, à part dans les grands groupes, ça commence à s'épuiser. Alors, là, attention, je parle de manière totalement personnelle. C'est ma vision des choses. Donc, Certainement, peut-être des gens ne seront pas d'accord. le créateur roi, c'est un petit peu le créateur Le de Louis mode XIV. qui est Le très, Karl Lagerfeld. Voilà. qui est très médiatisé, ultra connu, etc. Et on passe sur plutôt l'idée d'un collectif anonyme où le créateur est plus discret. Voilà. Oui, et puis je pense aussi que en fait, quand on rentre trop dans les extrêmes, un extrême en appelle un autre. Les années 80, les années 90 et 2000 nous ont épuisés avec cette idée du créateur star qui est meilleur que les autres, qui a en fait qui a un masque, parce que tout ça c'est un rôle. Leur vie elle est complètement imaginaire. Ce que vous voyez dans les tabloïds ou qui sont meilleurs amis avec un tel et un tel, tout le monde est payé. Rihanna, elle était payée pour assister au défilé. Enfin, tout ça, en fait, on a créé une image. C'est un personnage, c'est le pantin de la marque. C'est une image. Il faut vraiment faire attention parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas la vraie vie. C'est pour ça que maintenant, en France, on est obligé de mettre sur les images photoshopées, attention, cette image est retouchée. C'est pareil pour la vie des créateurs, des DA. Cette image est retouchée, je dirais que cette vie est retouchée. Parce que derrière, c'est des métiers très difficiles, avec des gens très fragiles psychologiquement. Franchement, c'est des vies très compliquées. Et derrière, il y a eu des excès terribles. D'où vient aussi ce rejet? C'est des excès terribles, déjà de surachat, de surenchère, et des excès aussi psychologiques. Je pense que c'est un secret pour personne ce qui s'est passé pour John Galliano. Voilà, c'était quand même une histoire terrible. Et puis, Mais donc, voilà. c'est un peu des créateurs qui sacrifient tout, vie personnelle, pour une marque pendant X années, etc. Et on avait une question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une place pour l'activisme politique via la mode? Ah, ça me fait penser à un défilé de Rick Owens. Alors, Rick Owens est très connu pour ne pas prendre de mannequins, mais prendre des gens qui catchent dans la rue. Alors, c'est pas lui directement, évidemment. Il y a des bookers pour ça. C'est le nom des gens qui cherchent des têtes pour les créateurs. Ça s'appelle booker. Et il repère comme ça des gens dans la rue qui ont des gueules. Rick Owens adore les gueules. Et il y a un jeune homme je crois qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, qui ont mis des pancartes en signe de réaction. Et évidemment, le créateur n'était pas content. D'un autre côté, ce qui était étrange, c'est que lui se veut justement très ouvert d'esprit, avec des revendications. Et pour le coup, il choisit des gens de la rue qui ont leur charisme, qui ont leur caractère, qui ont leurs idées, et il réprimande ces gens-là parce qu'ils ont utilisé sa campagne publicitaire, qui est un défilé, pour faire passer un message.
Et ça, je trouve que c'est un événement qui a été extrêmement paradoxal. C'est d'un créateur qui, justement… C'était absurde. C'était un mannequin qui avait une pancarte Kill Angela Merkel. Enfin, ça n'avait aucun sens. Je pense que dans l'activisme, il y a deux choses à distinguer. Il faut distinguer l'activisme, disons, voulu par les créateurs. Par exemple, ceux qui vont prôner une mode plus écologique. Lors de la Nuit des idées qu'on a organisée à Astana, on a invité différents créateurs qui, eux, vont, par leur modèle économique, oui. avoir une sorte d'activisme, c'est-à-dire de Euh, changer les choses. Il faut, en fait, il faut le confronter à un activisme qui serait non voulu par le créateur, mais qui serait utilisé aujourd'hui, par exemple. Les défilés sont parfois l'objet, parce qu'ils sont très visibles, pour des personnes, de prôner leurs idées. C'est-à-dire, par exemple, pour des groupes, par exemple, contre l'usage des animaux dans la mode, PETA, etc., utilisent les défilés pour pouvoir avoir une visibilité sur leurs actions. Le mannequin, par exemple, qui avait montré cette affiche pendant le défilé Rick Owens, il profitait de la visibilité qui lui était offerte pour tenir un discours absurde. En fait, ça n'avait pas de sens. Et je ne juge pas le message, je te dis juste, non, non, mais là, en fait, dans cet événement, ça confrontait justement la question à ça. On a un créateur qui est activiste, de fou, et à la fois, on a un sous-message derrière, en fait. Voilà. Par contre, faut pas oublier que ça, c'est depuis toujours. Vivienne Westwood et le punk. Alors, elle n'y allait pas de morte. Il y a bien sûr Stella McCartney pour ses combats contre la fourrure et le cuir. En fait, depuis toujours. Depuis toujours, en fait, les défilés de mode sont empreints de sociopolitique, hein, de toute façon. Après, pour le slow fashion, oui, mais là, en ce moment, il y a une vraie prise, il était temps, écologique. Hein, on est tous concernés par ça. En France, on a toujours été très en retard. Bon, les jeunes créateurs ici, non. Eux, ils sont au courant, ils essayent au contraire depuis toujours de faire très attention à ça. Mais il y a une vraie prise, même des plus grands. Après, ce qu'on appelle un peu du greenwashing. Bon, la sincérité là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ce qui est des indépendants, oui, il y a beaucoup d'actions qui sont menées à Paris pour rattraper le retard qu'on a par rapport justement aux Flamands, aux Nordiques, et à l'Allemagne. il y a eu également une question pour toi, Axel. Quel est le futur de la mode, selon toi, dans les 10 prochaines années? Comment tu le vois à titre personnel, hein, c'est pas Oui. Et l'autre question qui est ça, c'est est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va être davantage utilisée et va servir à créer mieux? Alors déjà la première, parce que c'est des grosses questions quand même. L'avenir de la mode. Je vais peut-être commencer en fait par le numérique, alors l'AI, parce que ça expliquera après du coup l'avenir de la mode en fonction de ça. Justement, c'était un sujet que je voulais aborder. Je ne savais pas s'il fallait que j'en parle ou pas. Bon, moi, en fait, la génération Y, elle est née avec le téléphone portable. Moi, j'ai grandi avec le téléphone portable et Internet, etc. Je l'ai vu, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, j'ai une trentaine d'années. Et donc, j'apprécie beaucoup, en fait, d'avoir pu vivre ça. Parce que pour nous, c'était, en tant qu'ado rebelle, c'était le moment d'émancipation le plus génial. On pouvait appeler nos amis. Alors même, on avait des machines qui étaient grosses comme ça, mais on avait le tam-tam, on avait le début des jeux vidéo. C'était un outil, tout ce qui était art numérique, etc., le numérique en général, c'était un outil de communication et d'émancipation pour la jeunesse incroyable. Et on ne voyait pas du tout ça de manière négative. Au contraire, on n'aurait jamais pensé, je pense que ça prend autant d'ampleur dans la vie, dans notre vie. Et en fait, au fur et à mesure, cet objet d'émancipation, de liberté, on en est rendu complètement esclave. On est esclave. On est noté en permanence. Et là, je vous invite à regarder Black Mirror, Chute libre. Alors, il n'est pas très rigolo, mais il est génial. En fait, d'un outil d'émancipation, on en a fait un outil d'esclavage. Mais vraiment, on est esclave. Et je m'en plains pas. Moi aussi, hein, tous. Esclave de Mais quoi? Esclave de… la I, c'est la dernière étape. D'ailleurs, je vous avais mis en bouquin, voilà, Stephen Hawking. J'adore les sciences, et notamment l'astrophysique. Une belle histoire du temps. Je vous le conseille. L'AI, en fait, alors malheureusement, je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais il disait qu'en fait, si on a, je pense que c'est Hawking, que quand on arrivera à réussir à faire une intelligence artificielle, une vraie, ça sera le début de la fin de l'humanité.
Donc, c'est un astrophysicien. Je crois que c'est Hawking. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, bon, c'est pas souhaitable pour l'instant. En tout cas, pour lui, il était persuadé qu'on n'arriverait pas à la contenir et qu'on allait finir comme dans Matrix. Bon, c'est son point de vue. Donc, mais en tout cas, voilà, maintenant, la mode d'aujourd'hui et l'avenir, elle est complètement esclave, en fait, des outils sociaux. Des outils qu'on a créés pour pour communiquer. Donc, c'est très lié, l'avenir de la mode est très lié à une communication et à une bataille. En fait, aujourd'hui, parce que la mode, en fait, la mode, c'est aussi une réaction. C'est que la mode de demain, c'est celle qui réagit en opposition. Aujourd'hui, un acte de rébellion pure, c'est d'effacer son compte Instagram. Mais je vous jure, j'ai des créateurs flamands, ils ont effacé leur compte Instagram en réaction. Et puis surtout qu'en plus, sur les serveurs, ça bouffe beaucoup. Ça pollue énormément, en fait, les énormes serveurs qui permettent de contenir Facebook, etc. Google, on n'en parle pas. Donc, un acte de rébellion pure aujourd'hui qui serait anti-fashion, ça serait de ne plus avoir d'ordinateur, plus de téléphone portable, et surtout commencer par Instagram. C'est intéressant. Et finalement, il ne faut pas se fermer, mais il y a aussi une vraie question, c'est que ne pas vouloir être esclave des réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, se fermer complètement la porte de la visibilité? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que la mode à Paris, c'est une hyper-concurrence? C'est très difficile de se faire connaître. En fait, là, je vais repartir de la jeunesse de ce propos. C'est que bon, déjà, on a le réseau social. Donc, en fait, on est dans une crise mondiale au niveau de la mode. Et ça touche plein de choses. Ça touche l'écologie, ça touche le fonctionnement des maisons, tout. On va être. Pour moi, l'avenir, ça va déjà être une grande crise. Il y avait des choses qui vont se briser, il y a des choses qui vont être nouvelles. On va recréer autre chose. À mon avis, on va retourner en fait au défilé dans les petits jardins, en petits comités, dans quelque chose de presque. Voilà. Parce que tu parles de concurrence, mais il n'y en a plus. Il y a les grands groupes, il y a Kering, il y a Richemont, il y a LVMH, mais il n'y a plus de concurrence. Ils ont tout acheté. Si vous voulez réussir, il faut que vous soyez acheté par ces gens-là, vous deveniez leurs esclaves. Il faut signer un contrat, il y a des clauses sur même la façon dont vous devez vivre. Quand vous mangez, quand vous dormez, qui vous devez fréquenter, si vous avez le droit d'avoir un petit ami ou non. Voilà. Donc, il n'y a pas de concurrence, Jérémy, c'est fini. Il y a les gros groupes, et à côté, il y a les petits indépendants qui se réunissent en collectif, en coopérative, comme les coopératives agricoles, en fait. On va finir par faire du troc. Hein. Et il y a des petites actions, mais en fait, on ne peut plus concurrencer ces gens-là. Alors, quand on dit on, je pense à mes artistes, je pense à mes artisans et mes jeunes créateurs. C'est complètement utopique. Ou en tout cas, on se rendrait très malheureux. Et je le déconseille à tous. Hein, si vous lancez votre marque, ne visez pas une concurrence à LVMH. Non. Il y a de nouvelles façons en fait, de créer. Donc, c'est pour ça que je disais le futur, pour moi, il y aura toujours les grands, les gros. Et par contre, la nouvelle génération, parce qu'on va parler de nouvelle génération, c'est important, elle va retourner au slow fashion, aux valeurs, aux vraies valeurs de ce qu'elle apporte, à des collectifs, à de l'entraide entre les. Alors, j'espère en tout cas enfin de l'entraide, et surtout à Paris qu'on a bien besoin parce qu'on n'est pas très généreux en France. On n'est pas très dans l'entraide, contrairement encore une fois aux Flamands qui sont toujours en avance. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait, revenir à une forme plus artisanale aussi, avec des plus petites séries, des collections uniques, avec des pièces qu'on va décliner dans plusieurs coloris et qui vont rester des intemporels. Et là, peut-être que les gens voudront réacheter de la mode, parce que, bon, après, il y a toujours des exceptions, il y aura toujours des faux jeunes créateurs. Par exemple, je pense à Jacques Mousse, qui, en fait, derrière, c'est vrai, excuse-moi, je bug. Derrière, il y a toujours eu des investissements. Ça va beaucoup trop vite. Pardon. Mais, pour vous dire, c'est que ce que l'histoire nous apprend, en général, et pas que dans la mode, c'est qu'un extrême en appelle un autre. Là, on est dans les extrêmes de la surmédiatisation, la surindividualisation, et aussi le masque social qui est permanent, c'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps en représentation nous-mêmes, hein, pas seulement la mode. C'est ça qui est drôle, c'est que la mode, finalement, maintenant, c'est tout le monde, avec les réseaux sociaux. On est dans aussi la fin des les grands groupes économiques. Voilà, ils seront toujours là, mais avec les crises, etc., ils sont quand même très liés à la bourse. Hein. Voilà, s'il y a une crise économique, tous ces grands groupes-là, ils n'existeront plus. Donc l'avenir, c'est les jeunes. L'avenir, c'est les jeunes. Ça, c'est bien.
C'est bien, c'est très français ça, dire ça. Pas que, il y a aussi il y a Les John. anciens jeunes, les jeunes pour toujours, bien sûr. Peut-être, est-ce que vous avez déjà des questions? Parce que pour avancer sur ces parties-là, peut-être des questions concernant Axel, concernant son parcours, son passage dans des maisons de mode, peut-être des questions Melvin aussi sur l'art. Je- N'hésitez pas aussi à désactiver vos micros pour prendre la parole. Oui, bonjour Jérémy, bonjour Axel. J'en ai Bonjour. posé une, mais bon, je vais la poser comme ça en direct. Bonjour Axel, Bonjour. je voulais savoir, je crois que vous êtes directrice artistique parce que j'ai regardé un petit peu. Et qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? Ah bah justement, c'est pour ça que je vous ai proposé une superbe bibliographie pour que tout le monde puisse. Et ben écoutez, j'ai retrouvé chez moi un banjo et j'ai D'accord. toujours voulu m'y mettre. Et comme vous êtes musicien, justement, si vous avez des tuyaux, donc je suis en train de me mettre au banjo. Non, Sinon, je dessine. Voilà. En fait, on prend de l'avance. Attendez, j'ai quand même d'accord. une entreprise. Hein. Puis j'ai aussi des cours en visioconférence. Non, on s'occupe bien. Par contre, si vous voulez des conseils pour s'amuser, parce que bon, le boulot, c'est pas très rigolo, mettez-vous un instrument de musique. Et encore mieux, faites-le vous-même. Oui, c'est vrai, c'est juste. Et, Je sais pas si ça répond à et- la question. non, non, mais c'est parfait, c'est parfait. Parce que je me suis dit, bon, en tant que directrice artistique, peut-être que tout est stoppé. Je vois, moi, en tant qu'artiste, je sais que tout est stoppé pour l'instant. Oui, oui. Mais effectivement, je suis à préparer pour le déconfinement, étant donné que, apparemment, pour quand même tout ce qui est manifestation, il va falloir attendre la mi-juillet. Donc, pour nous, ce sera en septembre, parce que juillet, août, ça m'étonnerait Ah que non, les gens, voilà. oui, non, en fait, on va tous, en tout cas, que ce soit la mode, l'art ou l'artisanat, c'est vrai qu'on subit une grosse récession. Les grands salons ont tous été annulés. Oui. Nous aussi, hein, il n'y a plus de festival, les galeries sont fermées, les musées pareil. Non, bah, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a des métiers qu'on peut faire à distance, mon télétravail, donc toute la communication, je pense, ça fait gros partie du métier. Donc, tous les outils de communication, les sites internet à mettre à jour, la comptabilité, enfin, toute la partie marketing, presse communication, elle, on s'en sort plutôt bien. Tout ce qui est cours théorique aussi. Par contre, pour la pratique, bon, après, je sais que beaucoup d'entreprises n'ont pas fermé. Ils ont respecté les consignes de confinement. Il y a des ateliers qui sont toujours ouverts. Ça dépend de la D'accord. philosophie de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Merci, merci Melvin. Et justement, Axel, tu n'as pas beaucoup parlé de ton parcours Oui. personnel. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les Kazakhstanais francophones qui nous écoutent de savoir comment toi, voilà, tu as travaillé, qu'est-ce que tu as pu faire, comment est-ce qu'aujourd'hui aussi tu valorises peut-être les jeunes créateurs étrangers à travers tes actions. Voilà, de parler un peu de ça et puis peut-être faire naître des questions sur ta formation, Oui. sur Je vais arrêter la partie historique, parce que je sais que ça pouvait être un peu barbant, mais c'était important. Parce qu'effectivement, comme je vous dis, il y a plusieurs métiers. Créateur de mode, voilà, il est indépendant, le directeur artistique, puis il y a aussi designer et styliste. Alors, styliste, il va être embauché. Et designer vêtements, il va être plus dans le conceptuel. C'est important parce que du coup, dans mes étapes, j'ai un peu touché à tous les corps de métier. Et c'est pour ça que je vous avais fait un petit point là-dessus pour que vous compreniez en fait les différences des corps de métier et par rapport à mon parcours. En fait. Alors, je vous dis, c'est exclusif parce que jamais je ne parle de moi. Je déteste ça. Donc, je vais synthétiser. Alors, j'ai plutôt une enfance heureuse, en pleine nature. Bon, je suis née à Paris, mais par contre, j'ai vécu près de Fontainebleau. Donc, c'est pour ça que François Ier, malgré les critiques, oui, Fontainebleau, donc à 1h30 de Paris. Et voilà, c'est une ville qui a une avenue de Paris qui est très verte, où il y a une forêt et le château de Fontainebleau qui était le château de François Ier, puis de Napoléon. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller en France, à Paris, c'est juste à 1h30, même pas à 1 heure de train, et ça vaut vraiment le détour. Je vous conseille. La forêt est magnifique, c'est une des très très belles forêts, proche de Paris.
Alors, ça m'a beaucoup influencée parce que j'ai un rapport avec le bois, notamment la revalorisation en fait, de matériaux naturels, qui est très proche du land art, et le côté bricolage aussi. Parce que du coup, quand on vit son enfance en pleine nature, c'est vrai qu'on développe beaucoup la bidouille. Hein. Les cabanes, le côté scout, voilà, faire ses tentes en bois. Mon père était très bricoleur, il adorait retaper des anciennes voitures, donc il m'apprenait beaucoup avec lui. Voilà, il faisait des produits de beauté, donc peut-être ça a joué aussi, des produits de beauté, des produits cosmétiques et des produits pharmacologiques, des crèmes médicinales. Et j'adorais aller dans l'usine parce qu'il y avait tous les bocaux, toutes les machines qui étaient impressionnantes. Je pense que c'est là, on cultive dès l'enfance en fait son goût pour l'artisanat, pour le touche-à-tout, pour la curiosité d'apprendre en fait. Voilà, c'est merci à mes parents parce qu'ils étaient. Voilà. Ma mère adore l'art, elle est passionnée, donc elle m'emmenait tout le temps au musée. Alors, même si j'avais pas du tout envie, je prenais les pattes, je détestais ça, je m'ennuyais. Mais en fait, je me rends compte que finalement, merci beaucoup parce que ça m'a énormément aidé à créer ce qui est le plus important, mais vraiment c'est primordial et je me tue à le dire à tous mes élèves, la culture générale. Alors attention, je ne parle pas de culture générale dans la haute bourgeoisie parisienne, etc., ou la bourgeoisie, qui s'engagne de la culture générale de cette élite. Non, c'est la sienne, qui fera l'unicité de vos créations si vous vous destinez à la mode ou à l'art, peu importe, l'artisanat et tous les métiers créatifs, en sciences ou autres. L'innovation, les idées, c'est votre parcours personnel et c'est votre culture générale. Il n'y en a pas deux. C'est ce qui fait votre unicité, votre personnalité. Donc c'est pour ça que c'est important l'enfance, parce que l'enfance, c'est là où on imprègne le plus de choses et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été vraiment favorisée là-dessus. Toi, tu as fait une école l'école des arts décoratifs à Paris. Donc une école qui est quand même assez généraliste au début, mais que tu t'es spécialisé. C'est intéressant parce que ton parcours est assez artistique dans ta formation et dans tes créations. Et c'était une volonté aussi. C'est-à-dire que l'École nationale supérieure des arts décoratifs, c'est une école qui forme à la fois à l'architecture, au design de vêtements, etc. En fait, j'ai pas fait que les arts déco et heureusement, parce que c'est encore une fois les grandes écoles, c'est quand même très théorique, très conceptuel et on est peu dans la pratique. Je pense quand même que la formation, c'est d'abord celle de mes amis en fait, qui eux étaient dans des écoles d'architecture et je squattais leurs cours en fait, parce que ça se fait assez souvent, il ne faut pas le dire. Et quand on est jeune, on peut essayer de rentrer dans les écoles pour profiter des cours. Donc, c'est voilà, faire les maquettes pour mon ami de l'époque, faire des concerts, organiser des concerts de rock. On avait fait venir des gens du rock, des stars du rock japonais en fait en France. Donc l'histoire avec le Japon, ça a toujours été comme ça. Enfin, c'est faire plein de choses avec ses amis plutôt que les écoles. Hein. Et puis, on va dire, c'est plutôt matériaux de synthèse au lieu de ça, qui était une préparation que j'ai fait en amont des arts décoratifs, qui m'a le plus aidé, me le plus servi, si on parle de formation académique, dans mon parcours. J'ai fait 2 ans de prépa, et après j'ai fait les 5 ans aux arts déco. Donc l'ENSAM. Bon, ça fait des études très longues. Hein. J'ai fait 7 ans, 7 ans d'études. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment les arts déco, même si ça m'a donné une structure, évidemment. Non, mais c'était pour mettre le contexte parce que là, enfin, ça fait déjà 1h30, on va bien présenter. Et comme tu n'as pas du tout présenté ton parcours, je trouvais ça bien quand même de pouvoir. Okay. Alors, après, pour résumer, voilà, parcours plutôt artistique, effectivement, merci Jérémy. Et en fait, en parallèle de mes études, je travaillais déjà. Donc, déjà, c'était une obligation, ça coûte très cher. Les matériaux, si vous voulez de la qualité, il faut pouvoir le faire. Et donc, je faisais beaucoup de sur-mesure pour des commandes, excusez-moi, des commandes de robes de mariée, de lingerie, etc. Et j'ai aussi fait beaucoup de missions freelance pour des maisons. Donc ça, c'était vraiment en parallèle de mes études et après mes études. C'est très important aussi de ne pas rester un pied dans l'école. Il faut avoir aussi un pied dehors. Un pied dans l'école, un pied dehors, parce que c'est comme ça que vous vous formez. C'est en travaillant avec des professionnels, en ayant des enjeux. Ok, vous êtes payé pour une mission, ça veut dire que là, vous avez envie de réussir. Hein. Il y a des enjeux. Ce n'est pas une note, c'est du concret. Donc, vous voulez donner le meilleur de vous-même. Et effectivement, bon, la plus grande maison, enfin la maison avec qui j'ai le plus longtemps collaboré, et c'est vraiment ma maison de cœur, c'est la maison Dior.
Donc ça, si vous avez des questions après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. J'imagine que ça peut vous intéresser. Et puis, ensuite de toutes ces missions de mon diplôme, effectivement, j'ai ouvert ma marque. D'abord, plutôt petite entreprise artisanale. Et après, je suis passée en société. Et enfin, on a ouvert la galerie qui permettait en fait de montrer les artistes qui collaboraient avec nous sur nos collections de couture dans un lieu qui était le nôtre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une main levée? Céline. Allez, lève la main. Alors, Axel, oui, je voulais savoir, est-ce que vous êtes allé travailler à l'étranger? Parce que j'ai entendu que vous avez beaucoup de rapports avec le Japon, par exemple. Est-ce que vous avez passé du temps là-bas? Est-ce que vous êtes allé soit en vacances ou sinon dans le cadre professionnel pour… Oui, le Japon, oui, beaucoup. Alors, par contre, travailler uniquement avec mon compagnon d'époque, qui avait donc une société de production de concerts à Paris et qui faisait venir en fait des stars du rock japonais à Paris. Bon, je l'ai aidé, mais bon, je l'ai aidé de manière gracieuse. C'était pas officiel, c'était pas un statut officiel. Après, je suis allée au Japon plusieurs fois pour loisir. Après, vous savez, créateur de mode, vous n'avez pas beaucoup de temps de voyager, vous n'avez pas beaucoup de temps de vous rendre sur place par vous-même, sauf quand on vous invite pour une conférence ou pour… alors, du coup, vous passez d'un avion à un autre. D'accord. Ouais. Donc, le Japon, c'était quand j'étais encore… C'était calme. Mais non, on est invité plutôt à voyager de manière à titre officiel. C'est par exemple, c'est très très rare que nous, en tant que directeur, on n'a pas les compétences marketing, par exemple, pour vendre, ou il faut être accompagné, c'est une équipe en fait. Il ne faut pas croire qu'une marque, c'est une personne seule. Un créateur, même si sa marque a son nom, il n'est pas seul. Hein. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont aidé. Merci beaucoup. Mais plein de gens, c'est énormément de personnes, même une petite maison. Moi, je considère que je suis une petite maison. En gros rush, on peut être 40, 50. On ne travaille pas au même endroit, on divise, on a une agence de presse, mais ça demande, c'est l'énergie de tout un groupe, en fait, qu'on réunit sous un nom. Très souvent, la famille aussi. La famille, les premiers sollicités quand on est jeune pour nous filer des coups à terminer de… Donc le voyage, oui, on le fait. C'est hyper important de trouver le temps. Mais pour moi, voyager, c'est à titre… j'essaye au maximum de voyager à titre personnel, pour que ce soit des vrais moments de rencontre avec la culture, etc., plutôt que de rester que dans le format professionnel. D'accord, merci. Bonjour Axel. Bonjour. Alors moi j'avais une question, une petite remarque aussi à faire parce que en 1960-65, Yves Saint-Laurent a rendu un hommage à Piet Mondrian. Oui. Vous, je vous connais parce que vous avez rendu aussi différents hommages à des femmes. Est-ce que vous allez à nouveau continuer? Alors pour la petite histoire, parce que vous n'en avez pas forcément parlé, vous avez rendu un hommage à Louise Bourgeois à travers un défilé de mode. Vous avez rendu aussi un hommage à Niki de Saint-Phal, des artistes françaises qui sont vraiment très importantes aussi. Est-ce que vous allez à nouveau rendre comme ça des hommages à des artistes femmes françaises? Alors, oui, c'est vrai que j'ai peu parlé de ça parce que j'étais plus axée sur l'histoire des autres. En fait, l'idée de Copiapic, c'était depuis le début. En fait, avant tout ça, il y a déjà eu une première collection qui était sur Tamara de l'Empika. Donc, ça remonte à loin. Et c'est vrai que, pas dire que j'aime pas ce mot féministe parce que en ce moment, il est connoté de manière très péjorative. En tout cas, c'est vrai que j'ai fait ce choix de marquer l'identité de la maison, enfin de la marque, autour des femmes artistes, de donner la parole à travers des hommages à leurs œuvres. Et j'ai pas forcé. Alors, j'en ai fait pas mal quand même, j'en ai fait 4. Je trouvais peut-être que c'était intéressant aussi comme on l'a dit, la muse, l'idée de la muse, de pas toujours être sur une artiste, un hommage, mais aussi donner des visages à ce que j'imagine être pour moi et la femme. Et donc, il y a certaines collections où, en fait, je les ai appelées Narcisse, ou je les ai appelées, voilà. Des inspirations étaient différentes. C'était sur la Bloody Love Story, c'était sur les histoires d'amour, donc le rapport entre l'homme et la femme. Donc, c'est une femme imaginaire, c'est une femme universelle. En fait, parfois, c'est bien aussi de rendre hommage à
à toutes les femmes. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose que je referai certainement. De toute façon, dans toutes les collections, il y a des références artistiques, que ce soit dans la littérature, la philosophie ou l'art contemporain, les beaux-arts plus classiques. Mais parfois, c'est bien aussi de donner de ne pas faire qu'un hommage qu'à une personne, mais voilà, de faire un hommage. Donc, pas forcément pour l'instant de nouveaux défilés autour d'une artiste femme. Alors, pour l'instant, le prochain, je vous dis, le prochain, non. Ça, c'est sûr. Mais non, ça ne veut pas dire que je ne le referai pas. Mais ça sera peut-être sur une pièce. Enfin, pas forcément une collection entière. Mais oui, Bloody Love Story, il y avait déjà pas mal de références aux femmes artistes. Quelle est votre source d'inspiration aujourd'hui? L'écologie, le rapport à la nature. D'accord, donc ça sera surtout des matériaux écologiques, on va dire? Alors, alors, personnellement, même si on ne le médiatise pas forcément, ça fait depuis très longtemps en fait qu'on privilégie les matières naturelles. Et en fait, la plupart des pièces prêt-à-porter, on récupère en fait les invendus. Donc, on fait déjà de l'upcycling dans la maison depuis en fait le début. On fait des petites séries et parfois même on fait nous-mêmes nos tissus et on fait attention aux teintures, etc. pour qu'elles soient végétales. Donc en fait, même si je n'ai pas cherché à médiatiser l'aspect éthique de la maison, c'est intrinsèque. Donc ça va être juste une suite logique de faire ce sujet. C'est pas forcément dans la qualité de la matière, du coup, pour répondre à votre question, mais ça sera surtout dans le symbole. Parce que là, on va reprendre une collection haute couture, donc ça sera plutôt dans le message et dans le volume, dans le message transporté par la pièce. Voilà, enfin, je ne peux pas trop vous en dire, mais pour moi, l'idée de la matière ou de la production, comment on crée, est-ce qu'on est éthique ou pas, qui on fait coudre, c'est des choses qui sont pour moi maintenant complètement acquises. Et pareil, dans les pays flamands, etc., c'est des choses acquises. Là, ça va être plus dans le message conceptuel, puisque ces aspects-là, on les aborde déjà en fait dans nos collections. Et sur de la production locale, je suppose. Oui, de toute façon, on a fait très très peu de grosses productions. En fait, on a toujours fait des petites productions. De toute façon, la plupart de mes produits sont en demi-mesure ou sur mesure. Donc, j'ai jamais revendiqué un aspect mass market avec ma marque. On est plus proche de l'artisanat dans notre façon de travailler que d'un grand groupe ou d'une grande maison ou même d'un créateur indépendant qui va être plus dans la grosse production, comme justement un Jacques Mousse, qui n'est plus indépendant d'ailleurs. Alexandre Gauthier à ce moment-là. Voilà. D'accord. Alors, j'avais une autre question tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous savez s'il existe des muses qui sont devenues, enfin des muses femmes, oui. Qui sont devenues des créatrices de mode femmes? Oui, Inès de la Fressange, la muse d'Yves Saint Laurent. Inès de la Fressange, c'est l'exemple le plus connu. Vous la connaissez? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Après, il y en a sans doute d'autres, mais je vous avoue que je viens de blablater pendant 1h30 et du coup, il me semble qu'Alifa Chira, il y a beaucoup de muses ou grands mannequins ou super modèles pour faire dans de marque. Cindy Crawford l'a fait. Après, est-ce que les Spice Girls, c'est des muses? Parce que, non, il y a Victoria. Voilà, bon, Zaya aussi avait créé sa marque de lingerie. Enfin, je pense qu'aujourd'hui. C'est un peu super, mais moi je ne parle pas de Zaya. Elle a été muse. Je ne rentre pas dans le Zaya, non. Donc, merci. Et derrière, c'était quand même Karla Garfeld. C'est l'équipe de Karla Garfeld. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Axel, j'avais une dernière question, mais je pense que ça peut être assez clair pour tout le monde que tu reprécises ça. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, en tant que créatrice de mode, comment est-ce qu'on fait une collection? Tu vois, un peu rapidement, c'est-à-dire comment on part des inspirations et on finit sur un défilé ou pas forcément une présentation ou une collection en tout cas finale. Est-ce que là, on va parler que du créatif, pas du marketing, argent et tout ça. Créatif que toi, comment tu travailles, comment tu t'inspires? En fait, moi, personnellement, je suis beaucoup plus conceptuelle que matérielle. Comment dire, c'est pas très juste ce que je viens de dire. Il y a des créateurs qui, eux, vont avoir besoin de toucher la matière, d'être dans le concret. Une matière va les inspirer et après, ils auront des idées et ils vont créer autour d'un thème.
je vais prendre un exemple. Peut être un sujet sur Ophélia, le tableau Ophélia. Bon, bah, en fait, certains créateurs vont voir une fleur dans un jardin, vont penser à Ophélia et du coup vont dessiner à partir de ça. Moi, je vais plutôt penser à Ophélia et après, je vais cueillir la fleur. Bon, c'est pas très écolo là. C'est pour dire, c'est qu'en fait, je parle plus du concept du monde des idées. Donc, ça, des idées, alors, c'est pas ça qui manque. C'est plus le temps de les réaliser. Et après, je vais dessiner. Je vais mettre à dessiner, à trouver des matières, etc. Donc, mon processus créatif, il a toujours été intellectuel. D'abord, théorique. D'abord le dessin, puis la matière. Émotionnel même, je dirais, avant d'être dans le matériel, dans le monde matériel. Bon. Mais par contre, il y a plein d'autres personnes qui font exact opposé. En fait, il n'y a pas de règle. Chacun est différent. Okay. Et après, bah, une fois le dessin, d'abord, c'est des gribouillis. Il faut savoir, les beaux dessins que vous voyez à la télévision, ça, c'est le deuxième, troisième jet. Mais les gribouillis, c'est là où, en fait, c'est comme un cuisinier qui met la farine, ses œufs, son sucre. C'est les meilleurs. Parce que comme il y a plein de traits différents, vous avez plein de propositions dans un seul dessin. Donc, moi, j'aime le gribouillis. Il est important pour moi, cette étape, le gribouillis. Le carnet de recherche où on colle, où on ne cherche pas. En fait, c'est l'accumulation de références, l'accumulation d'émotions, de sens, qui après vous donnera de la matière et du choix. Une fois cette étape-là de recette de cuisine, on essaye en fait, on fait sa bidouille, vous allez avoir plus concrètement les choix. C'est-à-dire parmi toutes les inspirations, vous allez les trier, les classer. Qu'est-ce qui va être les couleurs, qu'est-ce qui va être les matières, qu'est-ce qui va être les coupes, les volumes, quels sont les sujets, les messages que vous voulez faire passer, quelle est votre vision de la mode et du futur de la mode justement que vous allez faire transmettre parce qu'il faut avoir 2 ans d'avance. Voilà. Donc, là, on va rendre l'émulation créative théorique pour la mettre en pratique après. Il y a des gens, par exemple, qui vont penser marketing d'abord pour après dessiner. Ouais. Dans le prêt-à-porter, même moi, hein, c'est souvent le cas. Je pense d'abord à un produit, et après je dessine, même si j'ai un thème qui est déjà là. Donc, pour chaque type de collection, on va avoir un processus qui est quand même très proche de la finalité. Je pense que la plupart des créateurs font ça. Après, là, je parle de mon cas. C'est-à-dire que pour la haute couture, on va être complètement que dans le monde des idées. On va devoir juste trier pour que le message soit clair, limpide et que le matériel soit très beau et s'entourer des meilleurs artisans, des meilleurs artistes. Merci à eux d'ailleurs, encore une fois. Parce qu'on n'a pas la vocation de vendre une collection de couture. C'est très rare qu'on vende des pièces, elles coûtent extrêmement cher. Il y a de moins en moins de clients pour ça. Donc, on va plutôt viser le côté presse, communication. Donc, épater la galerie, quoi. Donc, du coup, le processus créatif va être en lien avec la finalité. Pour le prêt-à-porter, on veut vendre. Donc, on va avoir des inspirations sur aussi quel produit, un benchmark. Enfin, bon, voilà, quand on est créateur de mode, j'imagine que tu t'inspires aussi de ce que tu vois parfois de personnes dans la rue. Oui. C'est ce que je disais, c'est moi la plupart des gens qui m'ont le plus inspiré, c'est des inconnus que j'ai croisés dans la rue ou mes amoureux. Voilà. Mais évidemment, hein, tout nous inspire. De toute façon, quand vous êtes directeur artistique ou créateur ou peu importe, n'importe artiste en général, vous êtes en éveil permanent. C'est la curiosité en fait. Et l'inspiration, vous la trouvez dans une feuille morte tombée par terre, ou juste en levant la tête et d'un coup découvrir une sculpture que vous n'avez jamais vue alors que vous passez dans la rue tout le temps. En fait, tout le monde pourrait être artiste finalement, parce que c'est la capacité à s'émerveiller tous les jours. Et justement, si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer ou des moins jeunes, enfin des personnes qui aimeraient se lancer dans la mode. J'ai peur de passer pour ce qu'on appelle une vieille conne. Coupez vos portables, je l'ai dit. Mais voilà, j'aurais pas meilleur conseil. Sortez, vous voyez des trucs, touchez. Parce qu'en fait, l'art numérique, je trouve ça très intéressant de dire ça. L'art numérique n'a pas explosé. Parce qu'on aurait pu croire qu'à l'ère où on est tout le temps collé à nos portables, j'adore, moi aussi j'adore, l'art numérique explose. Pas que dalle. C'est ça qui est drôle. Donc, si vous voulez créer, vous pouvez pas être dans un... Comment ? Il est même devenu très élitiste, l'art numérique aujourd'hui. Oui, en plus. Oui, en plus. Alors, on pourrait se dire que finalement, Instagram est une œuvre d'art en tant que soi. Après, est-ce qu'on n'est pas tous les créateurs de ce monde virtuel et réel qui est génial ? Je trouve ça génial. C'est une scène, enfin, je ne dis pas que c'est mauvais, qu'il n'y a que du mauvais, pas du tout. Au contraire, je pense que ça peut éveiller plein de choses. Enfin, c'est un long débat, je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne suis pas du tout.
c'est juste d'abord la curiosité. Faites-vous confiance sur votre propre culture générale, mais soyez curieux de tout. Ne vous arrêtez pas à votre vécu. Allez chercher autrui. Allez au contact des autres. Même des choses que vous détestez. Respectez autrui. C'est hyper important. Si vous restez sur vos acquis, sur ce que vous aimez, non, ça ne marchera pas. Et moi, c'est ce que je vois avec mes étudiants, les jeunes, même les jeunes designers que j'ai exposés à la galerie. Il y a plus cette curiosité, en fait, cette envie. Mais est-ce que c'est pas aussi le contexte? Est-ce qu'on croit encore en quelque chose? Est-ce qu'on a encore envie de découvrir autrui? Après, on va rentrer dans des grands débats, etc. Donc, pour la nouvelle génération, c'est ça, c'est vraiment rester curieux. Restez curieux du tout. Entourez-vous de gens profondément bienveillants. C'est pas l'argent qui vous fera réussir, etc. C'est des gens qui, quand vous serez fatigué, quand vous serez en stress, que vous pétez des plombs et que vous sortez de vos bourgs, seront là pour vous rassurer, pour vous motiver. C'est primordial, c'est l'entourage. L'entourage doit être sain. Si vous avez un entourage malsain, peu importe lequel c'est, que ce soit familial, que ce soit personnel, affectif, ça ne marchera pas. Bien s'entourer. Et, voilà. Et la dernière chose, c'est dans les moments de doute, rappelez-vous ce qu'on s'est dit toujours, ce que disait Dali, ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Et puis surtout, ce que disait mon cher Mexicain Pierre, que je salue si tu es là, mais Axel, arrête, de toute façon, personne ne saura que tu n'as pas fait cette robe. Et il avait raison. Après, je vais peut-être aller un peu vite. Et sinon, il y a un très beau livre aussi que je conseille à tous les artistes. Ça, c'est si vous avez un ami artiste qui parfois se doute de lui ou qui est un peu triste ou qui ne sait plus pourquoi il fait ça, parce que ces doutes-là, c'est permanent. Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Là, je vous l'ai mis dans la... Alors, vous vous demandiez peut-être pourquoi je l'avais mis. C'est un échange de lettres entre un poète et un jeune poète sans devenir. Le jeune poète se pose plein de questions et bien, le poète un petit peu plus accompli, qui a quand même que 27 ans, lui répond et c'est absolument fantastique la façon dont il le rassure, dont il lui donne des conseils bienveillants. Enfin, c'est un livre profondément humaniste, hyper facile, c'est un échange de lettres. Hein. Et je vous lis un petit peu ce que dit... Donc voilà, donc Frank Rilke répond à Franz Capus. Non, c'est Rilke qui répond à Franz Capus, un jeune homme de 20 ans élevé dans un prytanée militaire. Et c'est tous les essais poétiques qu'ils ont fait ensemble. Donc le retentissement n'a fait que s'accroître depuis lors, bien plus en effet qu'un entretien sur le métier poétique. Ces lettres forment une extraordinaire méditation sur la solitude, la création, l'accomplissement intérieur de notre être. Voilà. Livre de chevet. Résonne avec notre période de confinement. Bon, Oui. merci beaucoup, Axel. Est-ce que vous avez des dernières questions avant que l'on termine cette partie? Oui, une question. Oui. Bonjour. Bonjour, bonsoir ici. Ben oui. Donc, c'était une question qui concerne le style des femmes françaises. Ici, on a le stéréotype que les femmes françaises sont beaucoup chic, et beaucoup d'importance à ces images, plus que l'autre nationalité. Est-ce que c'est vrai? Alors, bon, ça a un petit peu évolué quand même depuis les années 60. Mais, bon, vous savez, hein, le jean t-shirt, maintenant, c'est universel. Hein. Non, je pense que on peut le sentir. En fait, c'est un état d'esprit, le chic. Déjà, on n'est plus dans le chic sur l'après. Plus personne ne va porter une veste où on ne peut plus bouger les bras. Parce que déjà, il faut tenir la barre de métro et appeler au téléphone. Donc, on peut pas. Donc, on peut plus être gardé comme on faisait. En fait, on travaille maintenant, les femmes, on a de la liberté. Donc, nous aussi, on a le droit de se mettre en jean jogging dans la rue sans maquillage. Non, je pense que c'est le chic français, il survit quand même parce que c'est ça qu'on prend pour de l'arrogance chez les Français. C'est pour ça que souvent les Français ne sont pas appréciés à l'étranger. Alors, c'est pas de l'arrogance. C'est qu'on a ce truc du
Ok, on a les cheveux naturels, on n'est pas comme les Américains à toujours se mettre beaucoup de maquillage, beaucoup de lissage après, mais on va avoir ce port. Voilà. C'est que du coup, on assume complètement et on a ce côté chic, je crois, hein, à Paris en tout cas, parce que là, ce que vous parlez, c'est du chic parisien. Parce qu'en province, il est très différent et parfois inexistant. Enfin, je ne vais pas dire de mal des provinciaux, mais ça dépend. En tout cas, je pense qu'à l'international, le chic français, en fait, c'est le chic parisien de France. Voilà, justement, il y a de la très-franche, etc. Et c'est plus un état d'esprit. La parisienne, c'est une façon aussi de s'exprimer, de bouger les mains, de jouer avec ses cheveux. Elle n'est pas trop maquillée, elle est un peu snob. C'est vrai. Voilà, elle sait se défendre aussi, parce que quand même, comme toutes les femmes dans la rue, des fois, on se fait embêter. Voilà. Donc, c'est plus un état d'esprit. Il y a un parfum de Nina Ricci comme ça qui s'appelle l'air du temps. Enfin, là, ça serait l'air de la parisienne. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je serais très intéressée, si certains d'entre vous veulent le faire, j'aimerais bien avoir des photos des femmes dans la rue à Astana ou chez vous, dans votre ville. Ça m'intéresserait de découvrir votre pays et du coup, votre façon de vous habiller. C'est quoi le chic kazakhstanais? Voilà. C'était Ce sera l'objet de futurs échanges. Ouais, bon. Okay. Merci beaucoup, Axel. Merci Bien. à tous d'avoir pu assister à cette conférence. Jeudi prochain, nous organiserons un marathon littéraire dont je vous envoie le formulaire en ligne pour recevoir les extraits du Petit Prince de Saint-Exupéry. Si vous souhaitez nous rejoindre, participer, on a déjà de nombreux inscrits. Soyez les bienvenus. Ça se passera en 2 temps. Vous pourrez lire en amont le texte, puis je le lirai, je l'introduirai et on l'expliquera et on discutera ensemble des parties qui sont des moments que vous souhaiteriez approfondir, etc. Et puis des passages que vous avez aimés. Voilà. Merci beaucoup. Merci Axel du temps consacré, de tes réponses et de toutes ces précisions historiques qui étaient, je pense, très précises. Et puis, bon confinement. Merci beaucoup. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez nous les poster sur le Facebook. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on transférera. Pour ceux qui veulent faire de la mode, c'est avec grand plaisir. Voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Ciao. On transférera aussi les éléments, la bibliographie et tout ce que Axel a pu partager.